Les pilotes ne sont pas autorisés à prendre des repas identiques lorsqu'ils travaillent. Imagine que tu es sur un vol transocéanique, l'avion survole l'océan Pacifique. Les hôtesses de l'air distribuent les repas du soir. Tout le monde se régale avec les pâtes. Mais la sauce a un goût un peu bizarre. C'est probablement normal. Après tout, on mange un repas d'avion. Cela ne peut pas avoir le goût d'une assiette de resto étoilée, n'est-ce pas? Le temps passe. Oh non! Tu avais raison. Il y avait effectivement un problème avec la nourriture. Mais si tous les passagers ont le même souci, les pilotes aussi. Pour éviter qu'ils ne soient tous les deux malades, on conseille donc aux pilotes de ne pas prendre le même repas au même moment. Ainsi, si un pilote se sent mal, l'autre peut prendre le relais. Il ne s'agit pas d'une règle impérative énoncée par les instances officielles d'aviation, mais la plupart des compagnies aériennes établissent leurs propres règles en la matière. C'est logique. Les agents de bord ont accès à des équipements cachés tels qu'un défibrillateur, de l'oxygène supplémentaire, un extincteur et du ruban adhésif. Mais l'équipement le plus intéressant qu'ils possèdent, ce sont sans aucun doute les menottes. Ces objets sont là pour protéger les passagers des autres et parfois d'eux-mêmes. En fait, les membres du personnel navigant ont tout ce qu'il faut pour neutraliser un éventuel fauteur de troubles. Les lunettes de soleil Aviator ont l'air cool sur les pilotes dans les films. Mais dans la vraie vie, ils ne portent pas de lunettes polarisées. Tout d'abord, elles ont un effet anti-éblouissement. Cela peut causer quelques problèmes dans le cockpit. Un pilote doit pouvoir lire les instruments, mais les équipements du cockpit, comme les écrans LCD, émettent une lumière polarisée. Un pilote portant ces lunettes ne pourra donc pas lire les écrans avec une efficacité de 100%. Pour des raisons de sécurité, les pilotes ne doivent donc pas porter de lunettes de soleil. Imaginons un reflet éblouissant provenant du pare-brise d'un autre avion, mais que le pilote ait manqué le signe à cause de ses lunettes teintées. Ouch! Tu as déjà remarqué un trou dans la queue d'un avion? Eh bien, la plupart des avions commerciaux en ont un. La prochaine fois que tu monteras dans un avion, regarde de plus près. Le trou a un nom fantaisiste, le groupe auxiliaire de puissance. De l'extérieur, il ressemble à un trou, mais il s'agit en fait d'un moteur à turbine caché. La plupart du temps, l'APU reste éteint pendant tout le vol. Il commence à fonctionner lorsque l'avion atterrit. Il alimente les lumières de la cabine, l'air conditionné et tout l'électronique du cockpit. Mais ne sous-estime pas la performance de l'APU. Il peut également fournir la puissance nécessaire au démarrage des moteurs principaux. Tu viens de regarder une vidéo de Sympa et tu as appris ce que signifie l'APU. Une manière parfaite de démarrer une conversation en soirée. Malheureusement, tu n'es pas d'humeur bavarde. Tu veux juste prendre l'avion, atterrir et commencer tes vacances. Mais pas de bol, il n'y a qu'une seule porte pour embarquer. Et tu es en queue de peloton. Pourquoi les avions n'ont-ils pas systématiquement plusieurs portes? Selon les spécialistes, le principal problème est que la passerelle prend beaucoup de place. Lorsqu'un avion est chargé par l'avant et par l'arrière, il occupe 2 passerelles. Ce qui n'est pas idéal pour les exploitants. Les aéroports récemment rénovés ou construits ont cependant tendance à avoir un double embarquement par rapport aux anciens terminaux. Changement de décor. Sautons dans un bateau de croisière. Il y a des passages cachés et des portes secrètes dans ces bateaux. Ce sont des secrets d'initiés. Le personnel du navire travaille le plus souvent dans sa zone réservée. Comment un employé peut-il se rendre d'un endroit à un autre sans utiliser les escaliers et les portes utilisées par les passagers? Eh bien, il existe un réseau de couloirs et d'escaliers tout autour du navire utilisé uniquement par l'équipage. Je suis sérieux quand je parle de portes secrètes. Elles se confondent avec les murs. Elles passent donc inaperçues pour ceux qui ne savent pas où se trouve la porte. Peut-être que tu peux tomber dessus par accident. Voici un indice. Fais attention aux murs près des escaliers des clients. Elles sont dans le coin. Dis-toi que ces gigantesques bateaux de croisière sont en fait des objets métalliques flottants. Ceci me conduit à une anecdote amusante sur les cabines de croisière. Les parois de la cabine du bateau de croisière sont magnétiques. Imaginons que tu fasses une croisière d'1 mois à travers plusieurs pays. Tu collectionnes des aimants sur le thème de la destination et tu décores ta cabine. Les vrais amateurs de croisière connaissent cette magie des aimants. Ils placent donc quelques crochets magnétiques dans leur bagage. Astuce, utilise aussi les crochets magnétiques pour ajouter des rangements supplémentaires dans ta cabine. Accroche des vêtements et des accessoires, des cartes postales ou des chapeaux, ce que tu veux. Parlons encore de navires. Pourquoi certains vaisseaux et bateaux ont-ils des petits trous qui laissent échapper l'eau en permanence? Pour garder la cale exempte d'eau. L'eau s'accumule au fil du temps dans la cale et la pompe de la cale l'évacue automatiquement. Les bateaux n'ont pas de phare. L'utilisation d'un phare pourrait pourtant empêcher les accidents, non? S'il fonctionne pour les voitures, pourquoi pas pour les navires? Les phares sont la source de lumière, mais la lumière qui en sort rebondit sur la source lumineuse à un moment donné. Avec les voitures par exemple, les phares fonctionnent parce que la zone à éclairer est étroite et que l'on peut facilement intervenir si l'on voit un obstacle sur la route. Pour les bateaux, c'est extrêmement compliqué.
La source lumineuse doit être suffisamment puissante pour éclairer la zone que le capitaine souhaite surveiller. Les gros cargos, par exemple, ont besoin de plus d'1 kilomètre pour s'arrêter ou prendre des décisions. De plus, il faut imaginer à quel point la lumière du navire doit être plus intense pour éclairer toute la zone située devant lui. Les navires se repèrent à l'aide de différentes sortes de feux appelés feux de navigation. Ils sont petits mais pratiques. Ils sont disposés de manière standardisée pour que les bateaux puissent se repérer les uns les autres. Ce qui est fascinant, c'est qu'ils ne servent pas seulement à se repérer dans l'obscurité. Ils indiquent aussi les mouvements et les directions des autres navires. Voici un exemple. Imagine un bateau équipé de 2 feux de navigation. Celui de l'avant est plus bas, près du plancher du navire. L'autre, à l'arrière, est en hauteur. Ce qui signifie que le bâtiment va vers la droite. Il peut passer en toute sécurité à côté des autres sans les heurter. Les trains n'ont pas de ceinture de sécurité. Un peu bizarre, non? Chaque fois qu'il y a un accident lié au train, cette question revient sur le tapis. Presque partout dans le monde, on ne trouve pas de ceinture de sécurité dans les trains. Plusieurs études ont été réalisées sur ce sujet. Certaines d'entre elles ont créé des simulations d'accidents. Et les résultats ont été surprenants. L'utilisation de la ceinture de sécurité dans un train pourrait en fait potentiellement augmenter le nombre de blessures. Dans les voitures, les ceintures de sécurité sont très efficaces pour protéger le passager et sont systématiquement utilisées. La logique qui sous-tend la ceinture de sécurité est de protéger la personne lorsqu'une collision entraîne une décélération rapide. Mais les trains ont un tel élan qu'ils ne s'arrêtent pas immédiatement. Dans un avion, les passagers utilisent une ceinture de sécurité au décollage, à l'atterrissage et en cas de turbulence. Ce n'est pas le cas pour les trains. Entrer et sortir d'une gare ne présentent pas un risque élevé. Les experts estiment que la concentration du conducteur et les entretiens réguliers constituent les meilleurs moyens pour renforcer la sécurité ferroviaire. À présent donc, tu voyages en train, tu regardes par la fenêtre. Il y a de petites pierres le long des voies ferrées pour t'accompagner dans ton voyage. Ces pierres sont officiellement appelées ballasts de voies ferrées. Elles remplissent une fonction très importante. Elles soutiennent et entretiennent la voie. Mais elles ne sont pas là par simple coïncidence. Maintenant, regarde les pierres de plus près. Tu peux remarquer qu'il n'y en a pas une bien taillée sur les voies. Ce ne sont pas des pierres ordinaires disposées de manière aléatoire sur les rails. Chaque rocher présente des arêtes vives et abruptes. Ces arêtes s'accrochent les unes aux autres. Elles protègent le chemin de fer contre les chocs violents. Elles facilitent l'écoulement de l'eau en cas de forte pluie et empêchent l'herbe et les autres mauvaises herbes de pousser. Maintenant, imaginons qu'on les remplace par des cailloux ronds. Ils vont glisser vers le bas. Finalement, le ballast s'écroulera et les voies s'effondreront. C'est bien la dernière chose que l'on souhaite, surtout si l'on est un passager de ce train, pas vrai? Qu'est-ce qui se passe? Tu te sens anxieux au moment de l'atterrissage? Bah, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, même si tu atterris dans un endroit aussi singulier que le Bhoutan. Le truc, c'est que le terrain est si extrême qu'il y est très difficile d'atterrir. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'existe que très peu de pilotes certifiés pour atterrir dans ce pays. Et oui, zigzaguer vers le sol s'apparente plus à un véritable tour de force. L'aéroport international de Paro, au Bhoutan, est souvent considéré comme l'un des aéroports les plus dangereux qui soient. Dans le monde entier, seules 2 compagnies aériennes desservent celui-ci. Il y a une dizaine d'années, seuls 8 pilotes étaient autorisés à y voler. Mais aujourd'hui, ils sont un peu plus nombreux. Et pourtant, il existe quelque chose d'encore plus ardu que l'aéroport international de Paro. L'aéroport Tenzing Hilari de Lukla, au Népal, semble présenter tous les dangers possibles. Piste courte, vent violent, terrain montagneux, cet endroit a tout pour plaire. La piste d'atterrissage ne mesure que 520 mètres de long. À titre de comparaison, une piste normale dans la plupart des aéroports fait environ 3000 mètres de long, voire davantage. De nombreux aéroports disposent de moquettes dans leur zone d'embarquement. Cette commodité s'accompagne généralement de quelques autres avantages. Des plafonds plus bas, des sièges confortables et un éclairage naturel agréable. Il va sans dire que toutes ces décorations coûtent cher aux aéroports et que les moquettes ne sont pas aussi faciles à nettoyer que les sols en dur. Mais l'essentiel est qu'ils créent un sentiment de confort pour les passagers qui attendent leur vol. Ce qui est de nature à les détendre. Désolé de te l'apprendre, mais ce n'est pas seulement pour que tu te sentes bien. Selon des études comportementales, les passagers calmes sont 7 à 10% plus enclins à faire du lèche-vitrine et à acheter quelque chose dans la galerie duty-free. En investissant dans le confort des passagers, les aéroports sont donc susceptibles d'accroître leurs propres revenus. Pour ce qui est de dilapider son argent dans un aéroport, il existe un terme qui désigne les 60 premières minutes suivant l'enregistrement. C'est l'heure d'or. Il s'agit du moment où les passagers dépensent statistiquement le plus d'argent dans les boutiques et le duty-free de l'aéroport.
Le fait d'installer des sièges les plus confortables juste devant ces boutiques est une autre astuce visant à t'inciter à faire du shopping. Il faut bien l'admettre, s'asseoir dans un fauteuil confortable tout en regardant une enseigne ou une vitrine tape à l'œil est quelque chose de tentant. Et c'est exactement ce que les aéroports veulent que tu ressentes. Tu sais comment ça se passe parfois. Tu te présentes au contrôle de sécurité et soudain on t'apprend que tu as quelque chose d'interdit dans ton bagage à main. Adieu petite bouteille d'eau. À vrai dire, tu as la possibilité de les faire suivre par la poste à n'importe quelle adresse se trouvant à l'intérieur du pays. Quant aux bagages non réclamés, ils sont généralement conservés pendant environ 60 jours. Les objets confisqués par les services de sécurité qui n'ont pas été réclamés peuvent également être vendus lors de ventes aux enchères spéciales et sont livrés dans le monde entier. La plupart des aéroports disposent d'experts spécifiques appelés profileurs. Ces personnes pratiquent ce que l'on appelle le SPOT, pour Screening Passengers by Observation Technique. Ils analysent soigneusement les expressions faciales, les gestes et le comportement des passagers pour détecter les personnes suspectes. Leur travail consiste à remarquer tous les signes non-verbaux d'anxiété, comme le fait de se lécher les lèvres, de se gratter ou de regarder autour de soi. Si un profileur remarque qu'une personne agit de manière étrange ou carrément louche, il peut l'inviter à une inspection, au cours de laquelle il s'entretient avec la personne pour essayer d'en savoir plus sur elle. Les profileurs travaillent dans les terminaux principaux et au contrôle des passeports. La question type qu'ils posent est généralement la suivante. Quel est le but de votre visite ? Ils vérifient ensuite la réaction de la personne à cette question. Quel que soit le degré de réserve d'un passager, s'il a quelque chose à cacher, les agents de la TSA s'en apercevront, grâce aux indices les plus infimes de son comportement. Tu arrives à l'aéroport, rêvassant déjà de ces quelques semaines loin du travail et de tes soucis quotidiens. Tu gares ta voiture sur le parking et tu découvres que ça va te coûter une petite fortune de laisser ta voiture sur place. Pourquoi tant de frais ? Les parcs de stationnement des aéroports sont des entreprises comme les autres. Les terrains sur lesquels ils sont construits, la construction du parking lui-même, l'entretien de l'ensemble une fois qu'il est en service, tout cela coûte une coquette somme d'argent. Et il faut bien que quelqu'un paie. En outre, le fait de stationner à proximité immédiate d'un aéroport est tout simplement pratique, ce qui augmente le coût de l'offre vis-à-vis de la demande. Si tu n'es pas prêt à mettre la main à la poche pour ce confort supplémentaire, mieux vaut prendre un taxi ou demander à un ami de te déposer. Les traînées de condensation, ces lignes blanches que les avions laissent souvent derrière eux en haute altitude, sont souvent prises à tort pour les gaz d'échappement de leur moteur. Mais la plupart d'entre elles ne sont rien d'autre que de la vapeur d'eau. Au cours d'un vol, l'humidité de l'air s'accumule dans les moteurs avant d'être évacuée avec les gaz d'échappement. L'air chaud et humide qui sort des moteurs se mélange à l'air frais sec que l'on trouve en haute altitude, ce qui donne lieu à de longues et fines lignes de vapeur. L'humidité détermine le moment où les traînées de condensation se forment et la durée pendant laquelle elles restent visibles. S'il fait déjà humide là-haut, il y a davantage d'eau et la traînée de condensation est plus observable. Et s'il fait froid, les gouttelettes peuvent se transformer en glace et rester plus longtemps dans l'atmosphère. Il peut sembler étrange que le personnel de bord se préoccupe de savoir si les stores de tes fenêtres sont baissés ou relevés. La raison principale est que les yeux des passagers doivent s'adapter à la lumière extérieure. La plupart du temps, il s'agit simplement de faire monter et descendre les passagers rapidement. Mais en cas d'urgence, la dernière chose que l'on souhaite, c'est que les passagers s'arrêtent pour se frotter les yeux juste avant d'évacuer l'avion. Une autre raison pour laquelle tous les stores restent relevés lorsque l'avion est sur le point de décoller ou d'atterrir est que l'équipe au sol peut voir s'il y a un problème à bord. Par exemple, s'il y a un incendie dans la cabine, l'équipe au sol s'en apercevra immédiatement et agira en conséquence. Si les stores sont abaissés, elles risquent de perdre un temps précieux pour secourir les passagers et l'équipage. En regardant par le hublot au-dessus de l'aile de l'avion, tu peux apercevoir une sorte de double crochet jaune. Cela semble étrange car cela devrait nuire à l'aérodynamisme. Mais ce crochet est là pour ta sécurité. En cas d'atterrissage d'urgence, les crochets servent à fixer les câbles, qui aident les passagers à sortir de l'avion par les ailes. Et si les ailes sont glissantes, ce câble t'aidera à garder pied et à ne pas tomber pendant la descente. Il existe plusieurs courants d'air extrêmement rapides dans l'atmosphère de notre planète. Ils se déplacent de manière étrange, mais ont un flux plus ou moins constant, ce qui permet aux avions de transport de passagers de les exploiter. Lorsqu'un avion s'approche d'un jet stream, il peut s'adapter à la direction du courant et voler beaucoup plus vite, propulsé par ce flux. De nombreuses compagnies aériennes utilisent ce phénomène à leur avantage pour réduire les coûts de carburant et rendre les voyages aériens encore plus rapides. Les nuages, en particulier les cumulonimbus, peuvent indiquer qu'une zone de turbulence est à venir.
Mais il arrive parfois que des turbulences se produisent dans l'air même et qu'un avion tombe de quelques mètres et commence à trembler sans aucun signe avant-coureur. Ces turbulences se produisent lorsque deux masses d'air entrent en collision à très grande vitesse. Elles sont absolument invisibles et les pilotes ne peuvent donc pas savoir quand cela va se produire. Les chances d'entrer dans une zone de turbulence par temps clair sont plus élevées en basse altitude, au-dessus des chaînes de montagnes et à proximité des jet streams. Normalement, après avoir été frappé par la foudre, un avion est envoyé à l'inspection. Mais il peut encore terminer son vol en toute sécurité. Le fuselage conduit suffisamment bien l'électricité et comme avec un paratonnerre, la foudre frappera probablement l'une des extrémités de l'avion. Soit l'une des ailes, soit le nez. Elle cherche ensuite le sol, mais ne le trouve pas, et sort donc par la queue. Il est plus facile pour l'électricité de circuler à travers la surface de l'avion que de pénétrer à l'intérieur, de sorte que les personnes à bord sont à l'abri de ces effets. Néanmoins, la foudre est puissante, et l'avion peut être endommagé à l'extérieur. Quoi qu'il en soit, si tu es toujours nerveux à l'idée de prendre l'avion, rappelle-toi ce que disent les pilotes. Tout atterrissage auquel on survit est un bon atterrissage. Ça n'a pas trop aidé, n'est-ce pas? Tu montes dans n'importe quel avion et tu remarques que le commandant est toujours assis sur le siège de gauche et le copilote sur celui de droite. Et ce n'est pas un hasard. Les raisons sont historiques. Une théorie veut que les premières forces aériennes aient été recrutées parmi les officiers de cavalerie. Ils portaient leur épée sur le côté gauche, il était donc plus confortable pour eux de monter à cheval par la gauche de l'animal. Lorsque nous sommes finalement passés des chevaux aux oiseaux de métal, la tradition est restée. Une autre théorie concerne les trains. La première ligne aérienne internationale a relié Londres et Paris. Pendant ce vol, les pilotes naviguaient en suivant le chemin de fer. L'histoire raconte qu'un jour, alors que le temps était particulièrement mauvais, deux avions sont entrés en collision parce qu'ils volaient tous deux au-dessus des rails. Après cela, il a été convenu que les avions voleraient sur le côté droit du chemin de fer. Les pilotes devaient s'asseoir sur le côté gauche de l'avion pour voir quel était le dégagement dont ils disposaient par rapport aux avions venant en sens inverse sur leur gauche. Quant aux pilotes d'hélicoptères, ils sont généralement, mais pas toujours, assis à droite. Les hélicoptères sont plus instables que les avions. C'est pourquoi les pilotes préfèrent ne pas lâcher le pas collectif. Ce manche contrôle la direction et l'altitude de l'hélicoptère. Le pas collectif se trouve entre les genoux du pilote et il utilise sa main droite pour le tenir. La main gauche du pilote déplace le levier qui modifie le pas des pales et appuie sur d'autres boutons de la console centrale. Quoi qu'il en soit, les deux sièges ont le contrôle total d'un avion. Il n'existe aucune réglementation spécifiant quel siège le capitaine ou le copilote doivent occuper. Le copilote est tout aussi expérimenté et capable de piloter un avion que le commandant. Le commandant pilote souvent l'avion jusqu'à sa destination et le copilote le fait voler au retour. Les pilotes passent des tests tous les 6 à 8 mois. Ils utilisent des simulateurs de vol et s'entraînent à toutes sortes d'urgences. Ensuite, les examinateurs les évaluent. Des tests techniques et de sécurité, ainsi qu'un examen médical, ont aussi lieu régulièrement. Un siège supplémentaire dans le cockpit, derrière les pilotes, est destiné aux inspecteurs qui surveillent le vol. Ce siège est appelé strapontin, car lorsque l'on s'enlève, il se replie tout seul, comme les sièges de cinéma. Si tu es nerveux en avion, choisis un siège au milieu de la cabine si possible. Les turbulences affectent surtout les parties avant et arrière de la cabine. La partie centrale, qui se trouve au-dessus des ailes, n'est pas autant secouée. Imagine l'avion comme une grande balance à bascule. Le même principe s'applique en cas de turbulence. En choisissant un siège côté hublot, tu auras l'occasion de voir comment les ailes de l'avion se courbent. Elles sont conçues pour bouger de cette façon. Si les ailes étaient rigides, elles se briseraient dès que des turbulences toucheraient l'avion. Voilà qui est rassurant. Dans la plupart des cas, les turbulences ne te font descendre que de quelques mètres, même si tu as l'impression de tomber de la hauteur de la Tour Eiffel. Si les turbulences sont suffisamment fortes pour que les pilotes demandent aux hôtesses de l'air de s'asseoir, l'avion peut descendre de 3 à 6 mètres. Les turbulences les plus extrêmes et les plus violentes sont très rares, mais elles peuvent faire tomber l'avion de 30 mètres. Avec une population d'environ 730 000 habitants seulement, l'Alaska compte près de 8 000 pilotes, soit plus de 1% de la population de cet État. On y trouve 6 fois plus de pilotes et 16 fois plus d'avions par personne que dans le reste des États-Unis. Cela peut sembler étrange pour la plupart des gens, mais l'avion fait partie intégrante de la vie en Alaska. Bien que ce soit le plus grand État d'Amérique, plus grand que les 3 autres plus grands États réunis, il possède l'un des plus petits réseaux routiers du pays. Seulement 20% des terres sont accessibles par la route, donc avoir un bateau ou un avion facilite grandement les déplacements d'un point A à un point B.
Mais avoir moins aménagé le territoire comporte aussi ses avantages. L'Alaska compte 16 parcs nationaux, plus de 12 000 rivières et environ 100 000 glaciers. Si tu veux te reconnecter avec la nature, l'Alaska est un endroit incroyable à visiter. Tu peux même y voir des aurores boréales. Quand la plupart des gens pensent à la côte, ils imaginent des plages dorées et des palmiers, mais c'est en fait l'Alaska qui possède le plus de kilomètres de côte aux États-Unis. Aucun autre État ne s'approche du compte, l'Alaska ayant 5 fois plus de côtes que la Floride, qui arrive en deuxième position. L'Alaska a par ailleurs la plus faible densité de population. Sa population est si faible par rapport à sa taille que si Manhattan avait une densité similaire, seulement 16 personnes y vivraient. La ville de New York est bien plus petite que l'Alaska en termes de taille, mais davantage de personnes y vivent que dans près de 40 autres États. Il y a près de 7000 habitants au kilomètre carré dans la ville. Et pendant qu'on parle des États américains, une seule lettre n'apparaît dans aucun de leurs noms, le Q. L'Arizona produit tellement de coton chaque année qu'elle pourrait fabriquer 2 t-shirts pour chaque Américain. L'Empire State Building est si grand qu'il a même son propre code postal, 10118. C'est comme une ville à part entière. Si tu es dans la rue et que quelqu'un laisse tomber 1 centime du haut de l'Empire State Building, ne t'inquiète pas. Plus il tombe vite, plus la résistance de l'air augmente, donc il n'atteindra pas une vitesse assez élevée pour causer beaucoup de dégâts. Mais ça pourrait quand même faire un peu mal. Les scientifiques ont découvert une espèce unique de fourmis qui ne vivent qu'à New York. Elles ont été trouvées dans une seule bande de 14 pâtés de maison. Elles ont été surnommées les Manhattans. Et ça n'est même pas un jeu de mots, c'est la vérité. Le tout premier vol commercial de passagers aux États-Unis a eu lieu en 1914. Il n'a duré que 23 minutes et n'a parcouru qu'une courte distance en Floride, de Saint-Pétersbourg à Tampa. Pourtant, chaque passager a dû débourser la coquette somme de $400 pour ce luxe, ce qui équivaudrait à $8500 d'aujourd'hui. La plus ancienne ville des États-Unis ayant été continuellement habitée est Saint-Augustine, en Floride. Elle a été fondée en 1565. Le mont Everest est célèbre pour être le plus haut sommet du monde, mais ce n'est vrai que si l'on considère les montagnes qui sont au-dessus du niveau de la mer. À Hawaï, un volcan appelé Mauna Kea est plus haut si on le mesure depuis sa base au fond de la mer. Il mesure 10 211 mètres de la base jusqu'au sommet, alors que le mont Everest mesure un peu plus de 8 839 mètres. Et tandis que tu es à Hawaï, ne t'approche pas trop près du Kilauea. C'est l'un des volcans les plus actifs de notre planète. Il est en éruption constante depuis plus de 35 ans. Sa plus longue période d'inactivité a duré environ 18 ans au milieu du XXe siècle. Les États-Unis, la Chine et l'Argentine abritent le plus de fossiles de dinosaures au monde. Ils possèdent le plus de fossiles individuels et la plus grande variété d'espèces. En parlant de fossiles, Hollywood produit des films depuis plus de 100 ans, depuis 1910 pour être exact. Le Mustang sauvage est un animal emblématique et probablement l'une des premières choses qui te viennent à l'esprit quand tu imagines le Far West américain. Mais les Mustangs ne sont pas originaires des États-Unis. Ils y ont été introduits au cours du XVIe siècle. En 2019, les agriculteurs américains ont produit plus de 343 millions de tonnes de maïs. Cette quantité pourrait remplir près de 70 millions de terrains de football. Et que se passerait-il si on faisait du popcorn avec tout ce maïs ? La Statue de la Liberté a été offerte aux États-Unis par la France. À l'origine, elle devait en partie servir de phare. Elle a guidé les navires pendant 16 ans grâce à sa torche qui était visible à 40 km de distance. Les Américains ont décidé de leur adresser un cadeau similaire en retour et ont offert à la France une Statue de la Liberté quelques années plus tard. Tu peux toujours la voir aujourd'hui aussi, elle se trouve à Paris. Il y a plus de 14 000 restaurants McDonald's aux États-Unis, mais Montpellier, dans le Vermont, est la seule capitale d'État qui n'en est pas. McDonald's a un jour créé des brocolis qui avaient le goût de chewing-gum pour rendre une option saine plus attrayante. Sans surprise, cela n'a pas très bien fonctionné. Le micro-ondes a été conçu par un inventeur nommé Percy Spencer. Son incroyable création n'a été récompensée que par une prime de $2, soit $29 actuels, en tenant compte de l'inflation. Les États-Unis impriment 26 millions de billets par jour. Chaque billet peut coûter jusqu'à 11 centimes à produire, principalement en encre et en matériaux. Et ils consomment 9 tonnes d'encre par jour. La monnaie papier aux États-Unis n'est d'ailleurs pas réellement faite de papier. Elle est en réalité composée de 75% de coton et de 25% de lin. Dans le Montana, il y a plus de vaches que de personnes. Les humains sont presque 3 fois moins nombreux qu'elles.
Un Américain occupe en moyenne un même emploi pendant 4,4 ans. Si tu prends un ascenseur jusqu'au sommet de la Willis Tower de Chicago par temps clair, tu peux voir jusqu'à 80 km à la ronde. Ce qui signifie que tu verras 4 États, le Michigan, le Wisconsin, l'Indiana et l'Illinois. En Arkansas, tu n'as pas le droit de klaxonner devant une sandwicherie. Mais attends celle-là, qui est probablement la plus étrange de toutes ces lois. En Géorgie, il est illégal pour un poulet de traverser la route. Pendant ce temps, dans le Connecticut, tu ne pourras pas traverser la rue en marchant sur les mains. Et si tu es à Baltimore, dans le Maryland, tu ne peux pas emmener ton lion au cinéma avec toi. Et si tu en as assez de voir des panneaux publicitaires géants sur le bord de la route, tu devrais aller à Hawaï. Ils ont interdit les panneaux publicitaires en 1920. Les États-Unis sont parmi les 10 premiers pays du monde en matière de biodiversité. Et les 3/4 des tornades du monde se produisent aux États-Unis. Les Everglades, en Floride, sont le seul endroit de la planète où les crocodiles et les alligators coexistent. Les alligators ont un museau plus court et plus arrondi, tandis que les crocodiles ont un museau mince et plus long. Quand un alligator ferme sa gueule, tu ne verras pas ses dents, mais quand un crocodile le fait, ses dents du bas dépassent sa lèvre supérieure. Oseras-tu t'approcher suffisamment près pour confirmer si c'est vrai ? Le lac Supérieur est le plus grand lac d'eau douce au monde. Il est si grand que si tu le vidais, tu pourrais couvrir toute la masse terrestre de l'Amérique du Nord et du Sud sous 30 cm d'eau. Les Américains ont construit le barrage Hoover pour contrôler les inondations, produire de l'énergie hydroélectrique et pour irriguer. Sa construction a nécessité tellement de béton qu'il pourrait couvrir tout le pays ou servir à construire une autoroute à 2 voies de New York à San Francisco. Les Américains aiment tellement la pizza qu'ils en mangent environ 40 hectares par jour. Si nous prenions l'eau de toutes les rivières de la planète et la versions dans le Grand Canyon, celui-ci ne serait qu'à moitié plein. La zone entière pourrait contenir 7,5 milliards de litres d'eau, soit 7,5 avec 14 zéros. Le titre de l'État où les habitants parlent le plus vite revient à l'Oregon. Des scientifiques ont étudié plus de 4 millions d'appels téléphoniques et ont découvert que l'Oregon, le Massachusetts et les États du Haut-Midwest sont ceux qui parlent le plus vite. Tu peux trouver le mot Peachtree dans le nom de plus de 70 rues d'Atlanta en Géorgie. Peachtree Circle, Peachtree Street, Peachtree Center Avenue et ainsi de suite. De quoi te donner la pêche. Le Crater Lake, dans l'Oregon, est le lac le plus profond des États-Unis, avec près de 610 mètres de profondeur. Le lac est techniquement un volcan actif, mais il n'est pas entré en éruption récemment, donc on peut s'y baigner en toute sécurité à certains moments. Mais attention, il y fait très froid. Oh, le courant vient encore de sauter. Dans de nombreux cas aux États-Unis, cela est causé par des animaux. Plus de 1000 coupures de courant sont causées par des animaux chaque année, et les écureuils contribuent à environ 10% d'entre elles. Le parc national de Yellowstone est vieux de plus de 11 000 ans et est plus grand que les États du Delaware et de Rhode Island réunis. Il compte plus de 10 000 geysers, sources chaudes, mares de boue et autres caractéristiques hydrothermales, soit la moitié du nombre total que tu puisses trouver dans le monde entier. Mais ne cours pas t'y baigner. Imagine que tout est gris et nuageux. Tu es assis à côté du hublot et tu ne vois rien dehors. Soudain, l'avion sort des nuages et se pose directement sur la piste. Comment est-ce possible ? Le pilote n'a pas pu voir quoi que ce soit. Le système que la plupart des aéroports utilisent pour atterrir s'appelle le système d'atterrissage aux instruments. Pour atterrir en toute sécurité au bon endroit, l'avion doit emprunter une trajectoire particulière. Projetons-nous dans les airs. Il y a 2 directions à emprunter pour aller vers un point. Une verticale et une horizontale. Elles se croisent à angle droit et créent un réticule au milieu. C'est exactement la trajectoire que le pilote doit suivre pour atteindre le point au sol. Sur le tableau de bord, le pilote a un écran qui lui montre si l'avion suit exactement la trajectoire verticale et horizontale nécessaire. Si quelque chose ne va pas, l'avion peut être facilement ajusté aux indications des instruments. Dès que l'avion sort des nuages, le pilote peut aussi voir le sol de ses propres yeux et atterrir en toute sécurité. As-tu déjà remarqué que les avions sont parfois arrosés d'eau ? 2 camions de pompiers se tiennent de part et d'autre de l'avion et projettent 11 000 litres d'eau sur l'appareil à son arrivée. Cela crée une magnifique arche d'eau suivie d'un arc-en-ciel. Cela s'appelle un salut à l'eau ou une douche d'affection et permet effectivement de lui manifester de l'affection.
Ce rituel sert à accueillir les avions qui ont ajouté une nouvelle destination à leur itinéraire et qui viennent d'atterrir pour la première fois. On peut aussi l'utiliser pour accueillir un nouvel avion ou pour honorer le dernier vol d'un avion donné. Mais l'occasion la plus émouvante est probablement celle de l'adieu à un commandant de bord qui prend sa retraite et qui vient de boucler son dernier vol. Tu pourrais penser que c'est juste un gaspillage d'eau, mais ce n'est pas le cas. Il n'y a pas tant d'accidents que ça, si bien que l'équipement des camions de pompiers est rarement utilisé. La salve d'eau peut aussi servir de contrôle occasionnel de l'équipement pour s'assurer que tout fonctionne correctement. Il peut arriver d'avoir un siège côté hublot, d'embarquer à bord de l'avion et de te retrouver sans hublot, ou bien en avoir mais décalé par rapport à ton siège. Pourquoi les rangées de sièges et les hublots ne sont-ils pas alignés? C'est une question d'argent. En réalité, tous les avions sont conçus pour que les sièges et les fenêtres soient alignés. Cependant, lorsqu'une compagnie aérienne achète un jet, elle y ajoute des sièges supplémentaires, ce qui les décale. Elle peut ainsi faire asseoir plus de passagers et vendre plus de billets. Mais tu auras alors moins d'espace pour tes jambes et il se peut que tu n'aies pas de hublot. Si tu as déjà pris l'avion, tu as probablement remarqué ces petits trous au bas des hublots. Un hublot d'avion est composé de 3 vitres en plexiglas. Ce petit trou se trouve uniquement dans celle du milieu. Il sert à réguler l'énorme différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur de la cabine. Ainsi, la vitre extérieure peut supporter la charge. Si elle se brise, celle du milieu, même si elle est trouée, pourra maintenir le hublot intact. De plus, ce trou empêche les vitres de s'embuer. Tu as peut-être remarqué que tu entres toujours dans l'avion par son côté gauche. D'abord, le commandant s'assoit généralement de ce côté, et il lui est ainsi plus facile d'aligner l'avion avec la passerelle du terminal. De plus, l'avion est ravitaillé en carburant et chargé avec les bagages du côté droit. Si les passagers arrivent par la gauche, l'équipage peut faire son travail sans être dérangé. Si tu as déjà pris l'avion de nuit, tu as peut-être remarqué que l'appareil a des lumières clignotantes sur ses ailes. En réalité, il y a de nombreux types de lumières, alors voyons à quoi elles servent toutes. À l'avant de l'avion, à mi-hauteur de l'arbre de la roue avant, se trouvent les feux de roulage et de décollage. Les feux de roulage sont utilisés lorsque l'avion est au sol. Ils indiquent la ligne droite et éclairent la voie de circulation. Le feu de décollage est plus lumineux et s'allume lorsque l'avion est sur le point de prendre les airs. En dessous, il y a aussi des feux de virage de piste. Ils éclairent la voie avec un angle plus large pour que le pilote puisse voir les sorties et les virages de la piste. De chaque côté de l'avion se trouvent des lumières de balayage des ailes et des moteurs. Elles sont utilisées pour vérifier si les ailes sont endommagées ou s'il y a de la glace après avoir traversé les nuages. Au bas de l'avion se trouve une lumière rouge clignotante qui porte le nom de balise anti-collision. Elle sert à montrer que l'avion est en mouvement et qu'il est dangereux de s'en approcher. Il faut l'allumer juste avant de démarrer le moteur et ne l'éteindre que lorsque le moteur ne fonctionne plus. Sous les ailes se trouvent les phares d'atterrissage. Ils restent allumés jusqu'à ce que l'avion atteigne une hauteur de 3000 mètres. Puis, lorsqu'il s'approche du sol, il s'allume à nouveau à 3000 mètres pour rendre l'avion plus visible. Enfin, les lumières rouges et vertes sur le bout des ailes s'appellent les feux de navigation. Il y en a en fait 3, car il y en a une autre, blanche, sur la queue de l'avion. Du point de vue du pilote, le feu de droite est vert, celui de gauche est rouge. Ils ont un angle d'ouverture de 110 degrés. La lumière blanche à la queue a un angle d'ouverture de 140 degrés. Ainsi, ils forment ensemble un cercle complet de 360 degrés. Ces lumières sont utilisées pour que les pilotes ou d'autres avions puissent déterminer dans quelle direction l'avion vole. Il existe aussi des lumières stroboscopiques à haute densité. Ce sont 3 lumières blanches clignotantes, une sur chaque aile et une à l'arrière de l'avion. Elles s'allument lorsque l'avion est sur la piste afin qu'il soit visible pour les autres appareils qui pourraient utiliser la même piste. Enfin, des lumières éclairent le logo de la compagnie aérienne sur l'avion. Il y a 2 façons possibles de descendre pour un avion, la descente directe et la descente indirecte. Les instruments du tableau de bord indiquent l'altitude de l'avion, mettons qu'elle soit de 8000 mètres. Le pilote connaît aussi sa vitesse, qui est de 300 nœuds. Maintenant, il doit calculer la distance nécessaire pour arriver. Si l'aéroport est proche du niveau de la mer, il doit descendre d'exactement 8000 mètres. Si nous divisons 8000 par 300, nous obtenons 170 000 nautiques.
c'est la distance minimale nécessaire pour descendre, c'est-à-dire une ligne droite entre l'avion et la piste. Imagine maintenant qu'il vole vers l'aéroport de Sucre en Bolivie. Il est situé à 3000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Par conséquent, 8000 moins 3000 égale 5000 mètres. Le pilote n'aura donc qu'à descendre de 5000 mètres au lieu de 8000 mètres. Dans ce cas, la distance minimale est plus petite et est égale à 5000 divisé par 300, ce qui équivaut à environ 105 000 nautiques au lieu de 170. Mais d'autres calculs entrent en jeu car il ne peut pas descendre en conservant cette vitesse à tout moment. Une partie de la vitesse doit être perdue. En moyenne, les pilotes réduisent la vitesse à 200 nœuds. Ils perdent environ 10 nœuds par 1000 nautiques. Par conséquent, si la vitesse est de 300 nœuds et qu'il faut la baisser à 200, il faut perdre 100 nœuds. Si nous divisons ces 100 nœuds par 10 nœuds, nous obtenons 10 000 nautiques dont nous aurons besoin pour réduire la vitesse. Il faut également tenir compte du vent, mais laissons cela de côté avant que ça ne devienne trop compliqué. L'idée n'est pas de faire un cours de maths. Donc ces kilomètres nautiques supplémentaires nécessaires pour perdre de la vitesse sont ajoutés à la distance directe calculée. Par conséquent, 170 km plus 3 km donne 173 km. Si l'on tient compte du vent, ce que les pilotes font normalement, cette distance s'ajoute également à la distance totale. Par conséquent, le pilote doit commencer la descente à 160 km. Tous les 3000 mètres, le pilote doit vérifier s'il est sur la bonne trajectoire et ajuster la vitesse verticale en conséquence, jusqu'à ce qu'il atterrisse enfin. Mais il peut arriver que le contrôleur, en raison du trafic, ne donne pas l'autorisation de descendre, alors qu'il est déjà nécessaire de le faire. Cela signifie que le pilote continue d'avancer sans descendre, s'éloignant ainsi du profil de descente. Lorsqu'il obtient enfin la permission, il l'a déjà dépassé. Il ne peut pas atteindre l'aéroport s'il n'ajuste pas sa trajectoire. Il a deux options dans ce cas. Premièrement, il peut faire descendre l'avion en piqué. Le pilote fait descendre l'avion en dessous du profil de descente aussi vite que possible. Ainsi, il a peut-être encore assez d'espace et de temps pour ralentir à nouveau l'avion avant l'atterrissage. Un autre moyen est d'allonger la distance d'approche. Si le pilote réalise qu'il n'y a aucun moyen de perdre assez d'altitude et de vitesse pour arriver, il ne vole pas directement vers l'aéroport. Il fait quelques virages pour augmenter la distance afin d'avoir plus de temps pour réduire l'altitude et la vitesse. Et puis finalement, il peut atterrir en toute sécurité. Il pleut à verse dehors quand on monte dans un avion. Si tu étais en voiture, il te suffirait de faire fonctionner les essuie-glaces et d'allumer les phares après avoir tourné la clé dans le contact. Les pilotes font-ils tout cela? Les avions suscitent tant de questions et il est temps d'y répondre. Les avions ont-ils des essuie-glaces? Oui, les avions commerciaux en ont, mais ils ne sont utilisés que pendant le roulage, le décollage et l'atterrissage. Lorsqu'un avion atteint son altitude de croisière, les pilotes arrêtent les essuie-glaces. La vitesse de l'avion est suffisamment rapide pour nettoyer les pare-brises de la pluie. Les essuie-glaces peuvent être absents sur les avions monomoteurs parce que le courant d'air des hélices souffle assez fort pour écarter l'eau. Que se passe-t-il lorsqu'un avion perd un moteur en vol? Eh bien on dit « Quelqu'un a vu mon moteur? Il était là il y a tout juste une seconde ». Non, rien de spécial. L'avion continue à voler. Il existe des certificats pour les avions volant au-dessus des océans ou sur de longues distances qui indiquent combien de temps ils peuvent le faire. Par exemple, le Boeing 787 peut voler pendant plus de 5 heures sans le second moteur. Cela suffit au pilote pour planifier un atterrissage en toute sécurité. Pourquoi fait-il si froid dans un avion? La température à bord est en moyenne de 23 degrés Celsius, soit à peu près la même que dans la plupart des immeubles de bureaux. Mais si tu as froid, c'est parce que ton corps ne bouge pas beaucoup, produisant moins de chaleur pour te réchauffer. L'équipage ne monte pas le chauffage, car l'air chaud peut provoquer l'évanouissement de certains passagers pendant le vol. Les avions ont-ils des klaxons? Oui, et certains d'entre eux ont même toute une panoplie de trompettes. En fait, oui, mais les pilotes ne l'utilisent pas pour effrayer les oiseaux ou attirer l'attention des autres avions dans le ciel. Hé, pousse-toi mon pote! On ne peut entendre ce son aigu qu'au sol quand l'avion ne bouge pas. Comme lorsqu'un ingénieur vérifie quelque chose dans le cockpit et veut attirer l'attention d'un membre de l'équipe au sol. Pourquoi les avions laissent-ils des traces blanches dans le ciel? Cela se produit lorsque le moteur brûle du carburant. Il éjecte de l'eau et du dioxyde de carbone qui se mélangent à l'atmosphère. Et comme l'air est froid à haute altitude et que cet échappement est chaud, l'eau se condense et peut geler, créant ainsi ces traînées blanches. Les avions ont-ils des freins?
Oui, il existe des freins multidisques fabriqués dans un matériau à base d'acier au carbone, similaire à celui de ta voiture. Mais les utiliser ne suffit pas pour arrêter l'avion lorsqu'il touche le sol. Le système de freinage comprend également différentes surfaces qui glissent hors des ailes et entravent la circulation de l'air. Une porte d'avion peut-elle s'ouvrir en plein vol? La pression de la cabine est la force qui empêche cela. Si quelqu'un essayait de le faire, il devrait surmonter plus de 11 000 kg de pression, le poids d'une ancre de bateau. De plus, il y a des boulons de verrouillage situés profondément dans la structure de l'avion qui maintiennent la porte en place. Que se passe-t-il lorsque la foudre frappe un avion? Selon les statistiques, cela arrive à chaque avion commercial environ une fois par an. Mais les pièces métalliques de l'avion et les systèmes de protection contre la foudre empêchent l'accumulation d'électricité. Ainsi, dans la plupart des cas, un avion ne présente qu'une trace de brûlure à sa surface. Pourquoi les sièges et les fenêtres ne s'alignent-ils pas toujours? Bonne question. Tous les avions commerciaux sont conçus avec des sièges et des fenêtres parfaitement alignés. Mais lorsqu'une compagnie aérienne achète un appareil, elle choisit souvent d'ajouter des sièges supplémentaires. Plus de sièges signifie plus de passagers et plus de billets vendus. Et moins de vues et moins d'espace pour les jambes pour nous. Tu vois le délire? Pourquoi les agents de bord touchent-ils le compartiment supérieur? On pourrait croire qu'ils vérifient s'il est bien fermé. Mais non, ils utilisent une rampe cachée au fond du compartiment supérieur pour marcher plus facilement dans le couloir. À quoi servent ces marques blanches en spirale sur les moteurs? Comme le personnel au sol porte des protections auditives, il ne peut pas se fier à ses oreilles pour décider si l'approche de l'avion est sûre. Le fait de voir le tourbillonnement des moteurs d'avion les incite à se tenir à l'écart de la zone. Pourquoi y a-t-il des trous dans les hublots des avions? Ces fenêtres ont en fait 3 vitres de plexiglas. Le petit trou se trouve au milieu. Il permet de réguler l'énorme différence de pression à l'intérieur et à l'extérieur de la cabine, afin que la vitre extérieure puisse supporter la charge. Si la vitre extérieure venait à se briser, la vitre centrale, même percée, suffirait à maintenir la fenêtre intacte. Ce trou empêche également les fenêtres de s'embuer. Pourquoi y a-t-il des crochets sur les ailes? En cas d'atterrissage d'urgence sur l'eau, les passagers doivent marcher sur les ailes glissantes pour utiliser certaines sorties de secours. C'est pourquoi les membres d'équipage fixent une extrémité d'une corde au cadre de la porte et l'autre à l'aile par le crochet. Une autre corde est fixée dans le deuxième trou, ce qui permet de guider les passagers en toute sécurité le long de l'aile jusqu'au toboggan gonflable. Pourquoi les ailes ont-elles des lumières de couleurs différentes? C'est pour Noël. Non, la lumière rouge à l'extrémité de l'aile gauche, la verte à droite et la blanche à l'arrière constituent les feux de navigation de l'avion. Ils permettent aux autres pilotes de connaître la position de l'avion et la direction dans laquelle il se déplace, vers eux ou dans l'autre sens. Les avions ont-ils des clés de contact? Les clés de contact étant généralement une mesure de sécurité, la plupart des avions commerciaux n'en ont pas besoin. Ils sont enfermés dans des hangars sous surveillance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pour démarrer le moteur, un pilote n'a qu'à appuyer sur des boutons et à tourner des interrupteurs. Mais les petits avions privés, comme le Cessna, ont des clés de contact pour démarrer le moteur et même des verrous sur les portes. Pourquoi y a-t-il des triangles au-dessus des fenêtres? Ces autocollants noirs, ou parfois rouges, permettent à l'équipage de savoir quelle fenêtre est la meilleure pour regarder à l'extérieur lorsqu'il veut vérifier les parties mobiles des ailes. Si tu as le mal des transports, essaie de choisir un siège entre les triangles pour un voyage plus confortable. Comment obtenir de la place supplémentaire dans un avion? Si tu as la chance d'avoir un siège côté couloir, il y a un bouton magique près de la charnière, sous l'accoudoir le plus proche du couloir. Il suffit d'appuyer sur ce bouton pour que l'accoudoir se rabatte vers l'arrière de ton siège. Pourquoi la plupart des avions sont-ils blancs? Cette couleur reflète le soleil mieux que tout autre, ce qui permet de garder un avion au frais. Il est également beaucoup plus facile de repérer les fissures, bosses, fuites et autres défauts sur la surface blanche. Et la peinture rend un avion plus lourd de 545 kg, ce qui lui fait brûler plus de carburant. Les compagnies aériennes économisent de l'argent en ne les peignant pas. Pourquoi les avions n'ont-ils pas de parachute pour les passagers? Comme la peinture, les parachutes ajouteraient aussi un poids supplémentaire, environ 3600 kg. De plus, les parachutistes doivent suivre une formation d'au moins 4 heures pour apprendre à manipuler un parachute. Enfin, sauter d'un avion à 11 000 mètres d'altitude n'est tout simplement pas sûr, car les températures à cette altitude sont plus froides que dans l'Arctique, moins 65 degrés Fahrenheit. Pourquoi les avions ne peuvent-ils pas voler quand il fait chaud? Les molécules de l'air chaud sont beaucoup plus étalées. Pour soulever un avion, il faut de l'air dense. C'est pourquoi il devient plus difficile pour un avion de décoller lorsque la température monte.
De plus, un temps caniculaire peut faire surchauffer les machines internes ou même fondre certaines de leurs pièces. Ainsi, s'il fait 40 degrés Celsius à l'extérieur, ton vol risque d'être retardé. Pourquoi les avions ont-ils des hublots ronds? Les tout premiers avions commerciaux avaient des fenêtres carrées. Mais au bout d'un certain temps, ils ont commencé à voler à une altitude plus élevée qui exigeait que la cabine soit pressurisée. La pressurisation et la dépressurisation fréquentes ont déformé et même cassé les fenêtres avec des coins. Elles ont été remplacées par des fenêtres rondes car elles résistent beaucoup mieux à la pression. Comment fonctionnent les masques à oxygène? Très bien en fait. Si la cabine est dépressurisée à l'altitude de croisière, elle perd de l'oxygène. Les masques fournissent cela, mais seulement pendant 15 minutes. Mais c'est bon, c'est assez long pour que le pilote descende à moins de 3000 mètres, là où l'air a plus d'oxygène et où les gens peuvent respirer normalement. Qu'est-ce qui cause les turbulences? Ton voyage secoue un peu pour 3 raisons principales: les tempêtes, les montagnes et les courants d'air. Tout comme un océan, l'air crée des vagues lorsqu'il rencontre une montagne. Et parfois, il n'a nulle part où aller si ce n'est dans les forts courants qui affectent un avion. Les courants de jet sont des bandes de vent rapides qui apparaissent lorsque des masses d'air chaud entrent en collision avec des masses d'air froid. Les nuages d'orage repoussent l'air, créant des vagues imprévisibles. Pourquoi les avions déversent-ils parfois du carburant? En cas d'atterrissage d'urgence, les pilotes doivent rapidement se débarrasser de leur excès de poids, puisqu'ils ne l'ont pas brûlé et doivent arriver sur la piste de destination aussi légers qu'ils devraient l'être. Plus l'avion est léger, plus il touchera le sol en douceur. Donc, pas de pneus éclatés ou d'incendie. Pourquoi les portes sont-elles du côté gauche? Le commandant de bord est généralement assis de ce côté, ce qui facilite l'alignement de l'avion avec la passerelle de l'aérogare. L'avion est ravitaillé en carburant et les bagages sont chargés du côté droit. Si les passagers arrivent sur la gauche, cela ne gêne pas le personnel. Pourquoi réduisent-ils l'intensité des lumières pendant le décollage et l'atterrissage? Il faut jusqu'à 30 minutes à nos yeux pour s'adapter complètement à un environnement sombre. En réduisant la lumière la nuit ou au crépuscule, cela permet de préparer les passagers au cas où ils devraient emprunter une sortie de secours. Les lumières s'éteignent pendant la journée pour économiser la puissance des moteurs. Pourquoi la plupart des sièges d'avion sont-ils bleus? Cette couleur est psychologiquement associée à la sécurité et à la fiabilité, de sorte que les passagers fatigués par le vol se sentent moins anxieux. En plus, les taches et la saleté sont moins visibles sur les sièges bleus. Maintenant, on sait. Les aéroports font partie des endroits les plus visités et en même temps les plus mystérieux qui soient. Découvrons ce qui s'y passe en coulisses et quels sont les secrets qu'ils cachent. Certains aéroports emploient des personnes spéciales appelées profileurs. Ces personnes donnent vie à un programme appelé SPOT, Screening Passengers by Observation Technique, qui pourrait se traduire par analyse des passagers par l'observation. Ils analysent leurs gestes et leurs comportements afin de détecter les personnes suspectes. Leur travail consiste à remarquer les signes non-verbaux d'anxiété, les personnes qui se mordent les lèvres, se grattent compulsivement ou regardent beaucoup autour d'elles. Si un profileur remarque qu'une personne agit de façon inhabituelle, il peut la soumettre à une inspection au cours de laquelle il va l'interroger afin d'en savoir plus sur elle et de confirmer ou non ses soupçons. Les agents de l'aéroport peuvent aussi te surveiller tout au long de ton cheminement entre le contrôle de sécurité et ta porte d'embarquement. Certains aéroports disposent de scanners de reconnaissance faciale qui peuvent facilement te suivre à la trace. Ils sont équipés d'un logiciel spécial qui compare le visage des passagers avec leurs documents d'identité. N'oublie pas que si tu ne recharges pas ton ordinateur portable avant le vol, il peut être confisqué. Il n'est pas rare qu'un agent de sécurité te demande d'allumer ton appareil pour le vérifier. Si tu ne le fais pas, ton gadget peut être emporté pour un contrôle supplémentaire. Pour des raisons de sécurité, il est crucial de s'assurer qu'il n'a pas été trafiqué ou modifié d'une manière qui pourrait causer des dommages pendant le vol. Emporter une brosse à dents électrique dans ton bagage enregistré peut attirer des ennuis. Les brosses de certains fabricants contiennent des piles au lithium, et celles-ci peuvent entraîner de graves problèmes en vol. C'est pourquoi laisser ta brosse à dents électrique dans ton bagage enregistré n'est pas une option. Mais tu peux la mettre dans ton bagage à main. Et si elle fonctionne avec des piles standards, tu peux la mettre où tu veux. Tous ceux qui ont déjà pris l'avion connaissent la règle de l'interdiction des liquides. Mais tout le monde ne sait pas que cette règle s'applique aussi au beurre de cacahuète, au dentifrice, aux crèmes, aux lotions, au maquillage liquide, aux lampes à lave, aux boules à neige, à certains types de médicaments, aux déodorants et même aux semelles de chaussures en gel.
Maintenant, intéressons-nous aux pistes d'atterrissage. Les aéroports font payer aux compagnies aériennes d'énormes redevances pour atterrir sur leurs pistes certains jours et à certaines heures. Mais le plus intéressant, c'est que ces créneaux peuvent être échangés. Par exemple, en 2016, Oman Air a payé à Air France environ 75 millions de dollars pour un créneau d'arrivée tôt le matin à l'aéroport de Londres Heathrow. Tu as d'ailleurs probablement remarqué que les prix des billets d'avion ont augmenté au cours de la dernière décennie. C'est à cause des prix extrêmement élevés des créneaux d'atterrissage. Les régulateurs de vol ne contrôlent pas seulement les avions dans le ciel, comme on le voit souvent dans les films, mais ils s'occupent aussi de leurs mouvements au sol. Ils contrôlent également l'éclairage des pistes. Il existe 3 types de contrôleurs aériens, en route, terminal et tour. Chacun de ces contrôleurs a son propre domaine de responsabilité. Un régulateur dispose d'environ 5 écrans et les informations qui y figurent changent constamment, car les écrans affichent les conditions météo et des informations sur les autres avions. Si tu te présentes au contrôle de sécurité et qu'on découvre que tu as quelque chose d'interdit dans ton bagage à main, ne t'inquiète pas, tu as encore une chance de sauver ton couteau suisse préféré. Certains aéroports disposent de services postaux et tu pourras envoyer tes affaires à l'adresse que tu veux. En revanche, les frais d'envoi sont assez élevés et certains articles sont interdits d'expédition. Les aéroports peuvent rapidement revendre ton bagage perdu. Bien sûr, tu as une chance de récupérer ta valise qui a voyagé vers une autre destination. Mais il est tout aussi probable que tu ne la revoies plus jamais. Les aéroports ont le droit de vendre les objets perdus lors d'une vente aux enchères. La plupart des aéroports organisent chaque année une vente de bagages perdus. Après avoir payé un droit d'entrée, tu peux enchérir sur des appareils électroniques, des vêtements, des sacs et d'autres objets. Il se peut que tu voyages sur le même vol qu'une star, mais tu ne le sauras pas. Les grands aéroports ont des procédures d'enregistrement et de sécurité séparées pour les célébrités. Elles montent souvent à bord de l'avion directement par une porte cachée située à côté de la passerelle. Certaines compagnies aériennes utilisent également des véhicules privés pour transférer les passagers VIP du terminal à l'avion. La plupart des passagers arrivent à l'aéroport bien à l'avance. Et l'activité la plus populaire en attendant un vol est de se promener dans la zone duty-free. Et même si les gens prévoient rarement d'y acheter quoi que ce soit, plusieurs produits finissent par se retrouver dans leur panier. C'est parce que beaucoup d'aéroports sont conçus d'une manière spéciale qui permet aux gens de se sentir détendus et à l'aise. Il y a de grandes baies vitrées, beaucoup de lumière et des fauteuils confortables. Or, statistiquement, les passagers détendus sont 10% plus enclins à dépenser de l'argent dans les magasins, les boutiques hors taxes et les cafés et restaurants. Les concepteurs d'aéroports réfléchissent beaucoup à leur aménagement. Cela permet d'assurer une circulation fluide des voyageurs. Et le point principal ici est une navigation facile qui les empêche de se perdre. Ils y parviennent grâce à des indices subtils mais très efficaces. Le fait de placer des zones hors taxes entre les points de contrôle de sécurité et les points d'embarquement est l'un d'entre eux. Elles sont censées t'aider à te détendre après avoir passé les contrôles de sécurité et te conduire là où tu dois aller. Le restaurant d'un chef célèbre à l'aéroport ne sera peut-être pas aussi bon que si tu te rendais dans un vrai restaurant. Ce ne sont pas les chefs eux-mêmes, mais des sociétés de restauration spéciales qui sont responsables des points de vente dans les aéroports. L'une des raisons de la moins bonne qualité des aliments est la sécurité extrêmement stricte qui entoure les livraisons dans les aéroports, y compris pour la nourriture. Tu pourras toujours manger un bon repas, mais ce ne sera pas la même chose. Maintenant, parlons d'une autre façon dont les aéroports te manipulent pour te faire dépenser ton argent. Ils te font traverser les magasins duty-free rutilant directement après le contrôle de sécurité. Mais le plus curieux, c'est que l'allée qui traverse ces magasins est généralement orientée vers la gauche. C'est parce que la plupart des gens sont droitiers. Cela signifie qu'ils utilisent leur bras droit pour tirer leurs bagages et qu'ils ont tendance à regarder vers la droite lorsqu'ils traversent les magasins. Lorsque la zone duty-free s'incurve vers la gauche, il reste plus d'espace sur la droite, là où les passagers ont le plus tendance à regarder. As-tu déjà remarqué le nombre de miroirs dans les aéroports ? Ils sont placés stratégiquement pour faire paraître les aéroports plus grands et créer une illusion d'espace. Cela contribue à réduire le sentiment de claustrophobie et rend l'expérience de l'aéroport plus agréable pour les voyageurs. Si tu as le choix, n'échange pas d'argent liquide à l'aéroport. Tu n'y obtiendras jamais un bon taux. Ceux qui n'ont pas acheté de monnaie locale à l'avance peuvent en commander en ligne et la récupérer à l'aéroport. Certains services n'ont besoin que de quelques heures de préavis pour une telle commande.
Ou alors, il peut être encore plus judicieux de retirer de l'argent dans un distributeur à ta destination finale. As-tu déjà prêté attention aux codes des aéroports ? Les plus utilisés sont ceux à 3 lettres. Pourquoi 3 ? Dans les années 1930, aux États-Unis, les pilotes utilisaient les codes de ville à 2 lettres du service météo national pour se référer aux aéroports. Mais rapidement, le nombre d'aéroports dans le pays a dépassé le nombre de ces codes. C'est pourquoi les compagnies aériennes ont élargi ce système en ajoutant une 3e lettre. C'est ainsi que LA pour Los Angeles est devenu LAX. Mais même s'il ne devrait pas y avoir 2 aéroports avec le même code, certains de ces codes se ressemblent tellement que tu peux facilement les confondre. Par exemple, un aéroport au Bangladesh porte le code CGP, tandis qu'un autre en Argentine porte le code CPG. Même s'ils sont très éloignés l'un de l'autre, ne te trompe pas de destination. La plupart des aéroports sont équipés de cuisines géantes où les repas destinés aux passagers sont préparés pour différentes compagnies aériennes. Et comme ces ô combien délicieux repas doivent être concoctés environ 6 à 10 heures avant chaque vol, les cuisines doivent travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. De plus, le menu de ton vol est généralement conçu jusqu'à 1 an en avance. C'est une pratique courante pour la plupart des compagnies aériennes, car chaque ingrédient compte et elles font très attention à ce qu'elles dépensent. Par exemple, American Airlines a réussi à économiser $40 000 par an à partir de 1987 en retirant une seule olive dans chacune des salades servies sur ses vols. Si tu as une longue escale entre 2 vols, te rendre à l'hôtel le plus proche pour te reposer n'est peut-être pas toujours l'option la plus économique. Il y a une bien meilleure astuce. Vérifie si l'aéroport ou la compagnie aérienne vante un accès de 24 heures dans son lounge ou son salon VIP. Dans la plupart des cas, tu y trouveras des collations et des boissons gratuites, mais tu pourras aussi utiliser des cabines de douche gratuites et des chambres pour te reposer à un prix très abordable. Il existe un terme pour désigner les 60 premières minutes qui suivent l'enregistrement, l'heure dorée. C'est le moment où les passagers dépensent statistiquement le plus d'argent dans les magasins et les zones duty-free des aéroports. Et installer les sièges les plus confortables dans ces zones situées juste en face des magasins est une astuce pour te pousser à faire du shopping. Quand on est assis sur un siège confortable devant une enseigne ou une belle vitrine, on est vite tenté. Si tu as toujours voulu savoir ce qui arrive à tes bagages pendant que tu es à bord de ton avion, la réponse courte est que le personnel de l'aéroport n'en sait pas plus que toi. Car une fois que tu as quitté leur zone de compétence, ils ne se soucient plus vraiment de ta valise. Désolé. Les bagages sont triés automatiquement. Des machines scannent les codes barres et font le tri en fonction de la destination. Les 3 tâches des préposés aux bagages d'un aéroport sont 1. De faire passer tes sacs de la zone d'enregistrement à la porte d'embarquement. 2. De les faire passer d'une porte à l'autre lorsque tu as une correspondance. Et 3. De faire passer tes sacs de l'avion à la zone de retrait des bagages. Et c'est tout. Donc si ton bagage n'avance pas assez vite, il pourra être en retard pour ta correspondance. Ou à l'inverse, ton sac pourra arriver à ta destination avant toi si tu es coincé au contrôle des passeports. Un autre problème peut survenir si tu oublies de déchirer les vieux autocollants indiquant une destination différente. Dans ce cas, le scanner pourrait envoyer ton bagage dans le mauvais pays. Tu arrives à l'aéroport, impatient de passer quelques semaines loin du travail et de tes problèmes quotidiens. Tu gares ta voiture sur le parking, puis tu découvres que ça va te coûter une petite fortune de laisser ton véhicule sur place pendant tes vacances. Mais pourquoi est-ce si cher ? En fait, le parking d'un aéroport est une entreprise comme une autre. Le terrain sur lequel ces parkings sont construits, la construction du parking lui-même, l'entretien de l'ensemble une fois qu'il est en service, tout cela coûte une belle somme d'argent. Et il faut bien que quelqu'un paie pour cela, bien sûr. De plus, il n'y a rien de plus pratique que de pouvoir se garer juste à côté d'un aéroport. Et ce privilège ajoute encore au coût final. Si tu ne souhaites pas dépenser une telle somme pour un peu de confort supplémentaire, mieux vaut prendre un taxi. On prend souvent les traînées de condensation que les avions produisent à haute altitude pour des gaz d'échappement, mais la plupart du temps, il ne s'agit que de vapeur d'eau. Pendant un vol, l'humidité de l'air s'accumule dans les moteurs avant d'être évacuée. L'air chaud et humide qui sort des moteurs se mélange à l'air frais et sec présent dans les hauteurs, ce qui donne ces longues et fines traînées blanches. C'est l'humidité qui détermine la formation de ces traînées de condensation ainsi que leur persistance. S'il fait déjà humide là-haut, alors il y a davantage d'eau et les traînées de condensation sont plus visibles. Et s'il fait froid, les gouttelettes peuvent se transformer en glace et la traînée persiste beaucoup plus longtemps.
Si quelqu'un parvenait à ouvrir la porte d'un avion en plein vol, il serait immédiatement aspiré hors de l'appareil par le changement soudain de pression. Cela pourrait également causer de graves dommages à l'avion lui-même. Heureusement, c'est presque impossible. La porte d'un avion de ligne s'ouvre vers l'intérieur et la pression de la cabine la pousse vers l'extérieur. La différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur rend impossible l'ouverture de la porte. Il peut sembler étrange que le personnel de bord se soucie de savoir si les volets de tes hublots sont relevés ou baissés. C'est principalement pour que les yeux des passagers puissent s'adapter à la luminosité extérieure. La plupart du temps, c'est simplement pour faire en sorte que les passagers embarquent et débarquent le plus rapidement possible. Mais en cas d'urgence, il est important que les passagers n'aient pas à s'habituer à la lumière avant de pouvoir évacuer l'avion. L'autre raison pour laquelle les volets doivent demeurer ouverts lorsque l'avion est sur le point de décoller ou d'atterrir, c'est que l'équipe au sol doit être en mesure de voir s'il y a un problème à bord. Par exemple, s'il y a un incendie dans la cabine, cette équipe le remarquera immédiatement et agira au plus vite. Si les volets sont abaissés, ils risquent de ne pas voir ce qui se passe et mettront plus de temps à secourir les passagers et l'équipage. Tu as déjà remarqué les chiffres au bout de la piste de décollage ? Ils sont utilisés pour que les pilotes sachent dans quelle direction se trouve leur avion. Par exemple, le chiffre 36 correspond à un cap de 360 degrés ou plein nord. En plus des chiffres, les lettres R et L indiquent si la piste la plus proche est à droite, R, ou à gauche, L. Tous les avions de ligne dans lesquels tu voyages n'ont qu'une seule aile. C'est vrai, les ailes gauche et droite sont en fait les deux parties d'une seule aile. Les premiers avions étaient appelés biplans parce qu'ils avaient deux ailes, une sur le dessus et l'autre au-dessous du fuselage. Elles étaient reliées par des entretoises et des câbles, ce qui formait une sorte de boîte qui permettait à l'engin de ne pas se désagréger dans les airs. Cela était nécessaire à cette époque où les avions volaient à des vitesses plutôt faibles. Mais lorsque les moteurs ont gagné en puissance, la deuxième aile est devenue superflue. L'aile unique sert de support à l'ensemble de la structure. En regardant par le hublot situé près de l'aile de l'avion, tu verras un petit crochet double de couleur jaune. Cela semble étrange car on penserait que ça pourrait nuire à l'aérodynamisme. Mais en fait, il est là pour ta sécurité. En cas d'atterrissage d'urgence, on utilise ces crochets pour fixer les cordes qui permettent aux passagers de sortir de l'avion par les ailes. Si ces dernières sont glissantes, la corde te sera très utile. Tu ne tomberas pas en descendant. Il existe plusieurs courants d'air extrêmement rapides dans les hauteurs de l'atmosphère de notre planète. Leurs trajectoires sont sinueuses, mais leur débit est plus ou moins constant, ce qui permet aux avions de ligne de les utiliser. Lorsqu'un avion s'approche d'un courant de jet, il peut s'adapter à sa direction et voler beaucoup plus vite, propulsé par le flux d'air. De nombreuses compagnies aériennes utilisent ces courants afin de réduire les dépenses en carburant et rendre les voyages en avion encore plus rapides. Les nuages, en particulier les nuages d'orage, peuvent indiquer qu'une zone de turbulence est en vue. Mais il arrive parfois que des turbulences se produisent dans un ciel clair. Alors l'avion descendra de quelques mètres et se mettra à trembler sans aucun avertissement. Cela se produit lorsque deux masses d'air viennent se heurter à très grande vitesse. Et c'est absolument invisible, donc les pilotes ne peuvent pas savoir quand cela va avoir lieu. Les chances de se retrouver dans une telle zone de turbulence sont plus élevées à basse altitude, au-dessus des chaînes de montagnes et près des courants de jet. Normalement, quand un avion a été frappé par la foudre, il est envoyé en inspection immédiatement après l'atterrissage, mais il terminera son vol sans aucun problème de sécurité. Le fuselage conduit assez bien l'électricité, et comme avec un paratonnerre, la foudre frappera le plus souvent l'une des extrémités de l'avion, soit l'une des ailes, soit le nez de l'appareil. Le courant cherchera ensuite la terre, mais ne la trouvera pas et sortira finalement par la queue. L'électricité glisse sur la surface de l'avion au lieu de pénétrer à l'intérieur. Les personnes à bord sont donc à l'abri de ces effets. Cependant, la foudre étant un phénomène puissant, il se peut que l'extérieur de l'avion soit un peu endommagé. De nombreux aéroports ont des moquettes dans leur zone d'embarquement. Ce petit élément de confort s'accompagne généralement de quelques autres. Des plafonds plus bas, des sièges confortables et un éclairage naturel agréable. Tout cela coûte plus cher aux aéroports et les moquettes ne sont pas aussi faciles à nettoyer que les sols durs.
mais elle crée une sensation agréable pour les passagers qui attendent leur vol, ce qui les rend plus détendus. Pourtant, il ne s'agit pas seulement d'un geste de bonne volonté de la part des aéroports. Selon des recherches comportementales, les passagers apaisés sont 7 à 10% plus susceptibles de faire du shopping et d'acheter réellement quelque chose dans la zone duty free. Donc en investissant dans le confort des passagers, les aéroports augmentent en fait leurs revenus. Si tu as toujours voulu savoir ce qu'il advient de ton bagage lorsque tu es à bord de l'avion, la réponse courte est que le personnel de l'aéroport ne le sait pas une fois qu'il a quitté son territoire et qu'il ne s'en soucie probablement pas. Désolé de te le dire. Les scanners lisent le code barre et trient les bagages automatiquement en fonction de leur destination. Les 3 principales tâches des bagagistes de l'aéroport sont de déplacer les sacs de la zone d'enregistrement à la porte d'embarquement, de les déplacer d'une porte à l'autre lorsque tu as une correspondance et de les déplacer de l'avion à la zone de récupération des bagages. Et c'est tout. Donc si tes bagages ne se déplacent pas assez vite, ils peuvent être en retard pour ton vol de correspondance. Ou à l'inverse, ton bagage peut arriver à ta destination avant toi parce que tu es bloqué au contrôle des passeports. Un autre problème peut survenir si tu oublies d'enlever une ancienne étiquette indiquant une destination différente. Dans ce cas, le scanner pourrait envoyer ton bagage dans le mauvais pays. La plupart des aéroports sont équipés de cuisines géantes, où sont confectionnés les plateaux repas destinés aux passagers. Ces cuisines préparent généralement des aliments pour différentes compagnies aériennes en même temps. Et comme cette nourriture d'avion si savoureuse doit être cuisinée environ 6 à 10 heures à l'avance, les cuisines fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, le menu de ton vol est élaboré jusqu'à 1 an à l'avance. C'est une pratique courante pour la plupart des compagnies aériennes, car chaque ingrédient compte et fait augmenter les dépenses. D'ailleurs, fait intéressant, une compagnie aérienne a réussi à économiser 40 000 $ après avoir retiré une seule olive de chaque salade qu'elle servait sur ses vols. Le personnel de l'aéroport demande parfois aux passagers de se frotter les mains sur un morceau de tissu avant de le mettre dans une machine spéciale. Cela peut sembler bizarre, mais c'est totalement inoffensif. Il s'agit simplement d'un contrôle de routine effectué par une machine appelée atomiseur. Avant que leur journée de travail ne commence, les employés mettent des échantillons de produits chimiques dangereux dans la machine. La machine mémorise ces odeurs et au cas où les mains d'une personne exhalent ces produits chimiques, elle alerte le personnel de l'aéroport. Tu as certainement déjà vécu ce qui suit. Tu arrives au contrôle de sécurité et soudain, il s'avère que tu as quelque chose d'interdit dans ton bagage à main. Mais ne t'inquiète pas, tous les objets saisis lors de l'inspection avant le vol peuvent être conservés à l'aéroport jusqu'à 3 mois. En plus de cela, tu as la possibilité de te les faire envoyer par courrier à n'importe quelle adresse. Les objets saisis par la sécurité et qui n'ont pas été réclamés peuvent aussi être vendus lors de ventes aux enchères spéciales et sont livrés dans le monde entier. Si tu as une longue escale entre 2 vols, aller à l'hôtel le plus proche pour te reposer n'est peut-être pas l'option la plus économique. Il y a une bien meilleure astuce. Vérifie si l'aéroport ou la compagnie aérienne vend un accès 24 heures sur 24 au salon VIP. Dans la plupart des cas, tu peux y trouver des collations et des boissons gratuites et utiliser des cabines de douche et des salles de repos gratuites à un prix très abordable. Dans les aéroports à plusieurs terminaux, recherche les passages souterrains reliant les terminaux que la plupart des gens ne connaissent peut-être pas. Par exemple, à l'aéroport de Francfort en Allemagne, il y a un tunnel piétonnier entre le terminal 1 et le terminal 2 qui est surtout utilisé par les employés car les passagers ne sont tout simplement pas au courant de son existence. Il existe un terme pour les 60 minutes qui suivent la fin de l'enregistrement, l'heure d'or. C'est le moment où statistiquement, les passagers dépensent le plus d'argent dans les magasins et les zones hors taxes de l'aéroport. Et le fait de placer les sièges les plus confortables de ces zones juste en face des magasins est une autre astuce pour t'attirer à faire du shopping. Admettons-le, s'asseoir dans un fauteuil confortable tout en regardant une enseigne ou une vitrine peut être tentant et c'est exactement ce que les aéroports veulent que tu ressentes. Si ton vol est surbooké et que tu ne peux pas prendre l'avion à l'heure prévue, ne te précipite pas pour accepter le premier bon qu'on te propose en guise de compensation. Normalement, les compagnies aériennes font monter les enchères jusqu'à ce qu'elles aient suffisamment de volontaires qui renoncent à leur place. Et si elles ne le font pas et que tu as été refusé involontairement, tu peux insister pour obtenir un remboursement en espèces à la place. En fonction du prix de ton billet et de l'heure de ton retard,
tu pourrais avoir droit à un montant allant jusqu'à 1 300 €. La plupart des aéroports engagent des experts appelés profileurs. Ces personnes pratiquent ce qu'on appelle la spot, ou technique d'inspection des passagers. Par observation, ils analysent soigneusement les expressions faciales, les gestes et le comportement afin de détecter les personnes suspectes. Leur travail consiste à remarquer les signes non-verbaux d'anxiété, comme les personnes qui se mordent les lèvres, se démangent ou regardent beaucoup autour d'elles. Si un profileur remarque qu'une personne se comporte de manière étrange, il peut l'inviter à une inspection plus poussée, durant laquelle il va l'interroger pour essayer d'en savoir plus sur elle. Les profileurs travaillent à la fois dans les halls principaux et au contrôle des passeports. La question typique qu'ils posent est: quel est le but de votre visite? Il vérifie ensuite la réaction de la personne à cette question. Peu importe à quel point un passager est réservé, s'il a quelque chose à cacher, les agents le découvriront grâce aux plus petits indices dans son attitude. Avant même que tes bagages ne montent dans l'avion, ils passent par 5 niveaux de sécurité. Et l'un d'entre eux, en plus de scanner le contenu, comprend un contrôle par un chien capable de renifler des produits chimiques dangereux. C'est bien connu, le nez d'un chien est bien plus puissant que celui de n'importe quel humain. En fait, les chiens distinguent les odeurs de 10 000 à 100 000 fois mieux que les gens. Pas étonnant que les aéroports profitent de ce super sens pour la sécurité et utilisent régulièrement ces chiens renifleurs pour détecter des substances suspectes. En plus, tu ne pourras même pas distinguer un chien de détection d'un chien normal. Contrairement aux chiens policiers, ceux qui travaillent dans les aéroports ne sont pas dressés pour effrayer ou intimider les gens. Les races de renifleurs les plus populaires sont les Golden Retrievers, les Labradors et les Braques allemands. Charger ton téléphone à un endroit spécialement désigné peut sembler pratique, mais ce n'est pas forcément sans danger. Si la station de recharge ne te permet de brancher que ton cordon en USB, tu risques d'avoir un logiciel malveillant installé sur ton téléphone sans que tu t'en aperçoives. La seule façon sûre de charger ton téléphone ou ta tablette est de trouver une prise électrique murale et de l'utiliser avec ton propre chargeur. Il en va de même pour le Wi-Fi gratuit des aéroports. En dehors du fait que les aéroports te demandent le plus souvent de t'authentifier, quelqu'un peut facilement accéder à tes données lorsque tu utilises un hotspot Wi-Fi non protégé. Il est plus sûr d'utiliser tes données mobiles. Mais si tu dois absolument utiliser le Wi-Fi de l'aéroport, efface ou crypte toutes tes informations importantes sur ton appareil. Il peut être exaspérant de devoir sortir ton ordinateur portable de ta valise à chaque fois au contrôle de sécurité. Mais le personnel de l'aéroport a besoin de bien voir ton appareil pour s'assurer que rien n'est caché à l'intérieur. Sur l'écran d'un scanner à rayon X, un ordinateur portable ressemble à un objet semi-transparent avec un disque dur, un lecteur de CD et autres composants clairement visibles. Mais les agents de sécurité ne peuvent pas voir ce qui se trouve derrière certaines de ces pièces. Par exemple, une batterie dense est plutôt volumineuse. Les gens ont tendance à choisir la file de sécurité la plus proche d'eux. Si cette file s'avère être bondée, regarde simplement autour de toi après le contrôle des pièces d'identité et des billets. Tu verras peut-être un autre point de contrôle avec beaucoup moins de monde. Certains points de contrôle de l'aéroport sont situés aux confins du terminal et les passagers ne les remarquent pas. Faire une demande de pré-contrôle de sécurité peut être un grand gain de temps pour voyager à l'intérieur et à l'extérieur des États-Unis. Être membre de ce programme présente de grands avantages. Tout d'abord, le passage de la sécurité et du contrôle des passeports est plus rapide. Si tu as opté pour le pré-contrôle, tu n'auras pas à enlever tes chaussures, à retirer ta ceinture ou à placer des objets comme les liquides et ton ordinateur portable dans des bacs spéciaux. Si tu ne prends pas l'avion depuis ou vers les États-Unis, tu peux chercher des services similaires disponibles dans ton pays. Si tu voyages en classe économique, mais que tu n'aimes pas ça, d'ailleurs qui aime ça? Enregistre-toi en ligne et vérifie les options de siège environ 4 jours avant ton vol. C'est à peu près à ce moment-là que les compagnies aériennes commencent à surclasser les sièges et tu pourrais obtenir un surclassement en classe d'affaires pour une somme modique ou parfois même gratuitement. Tu peux aussi demander un surclassement lorsque tu es déjà à l'aéroport. La plupart des gens oublient cette possibilité ou s'en moquent tout simplement. Alors, tente ta chance. Vous faites erreur sur la personne? Je suis juste un commercial qui revient de sa tournée annuelle en Europe. L'agent des douanes sort un énorme morceau de fromage français de ton bagage à main. Il s'avère que tu ne peux emporter que de très petites quantités de fromage à pâte molle à bord, car c'est considéré comme un liquide. Fait amusant, tu peux emporter une râpe à fromage à bord sans problème. Mais tu ne peux pas en râper plus de 100 ml, c'est-à-dire la quantité maximale autorisée. Non, en fait, tu ne peux pas le râper, le fromage doit être emballé en toute sécurité dans un sachet en plastique. Mais bonne nouvelle, le fromage à pâte dure peut être emporté en voyage. Ok, ils t'ont confisqué ton fromage, une grande bouteille d'eau, quelques tubes de crème et autres souvenirs fantaisistes. Regarde ce beau couteau suisse que tu as trouvé à Genève.
Il risque maintenant de finir dans une vente aux enchères. Si tu as de la chance, l'aéroport peut proposer un service d'expédition pour faire parvenir tes précieux souvenirs et même le fromage, s'il ne se détériore pas, à ton domicile moyennant des frais. Cependant, tous les aéroports ne le font pas. Ainsi, certains des articles interdits seront mis aux enchères pour récolter des fonds. Les objets confisqués sont généralement vendus en vrac, donc il sera assez difficile de trouver celui que tu as dû laisser derrière toi. Certains autres objets ayant des buts plus spécifiques sont donnés à différentes organisations. Un spray au poivre, par exemple, ira à une école de formation de la police. En ce qui concerne le fromage, les fruits exotiques interdits, d'autres aliments et l'eau, ils sont généralement simplement jetés. Certains articles, surtout ceux qui sont vraiment dangereux, peuvent être simplement fondus ou détruits. Les boules magiques numéro 8 ne présentent aucun danger, mais elles doivent être placées dans ton bagage en soute. Le problème est le liquide qu'elles contiennent. Il se peut qu'il y en ait moins de 100 ml, mais soyons honnêtes, il est difficile de compter le volume exact. Demande à ta boule si tu peux la prendre à bord. Elle te donnera probablement une réponse du type « ne compte pas là-dessus ». Les semelles en gel sont un peu dérangeantes à bord. Le problème est le même. Il est impossible de mesurer la quantité exacte de liquide. Donc pas de semelles en gel et pas de bougies en gel non plus. Le parfum et le vernis à ongles sont aussi proscrits. Il ne s'agit pas seulement de restrictions concernant les liquides à bord, mais aussi de règles d'étiquette. Certains passagers peuvent être tout simplement allergiques à leur odeur. De plus, ils sont inflammables. Quant au dissolvant pour vernis à ongles, opte pour une version sans acétone, car l'acétone est interdite dans les bagages à main. Quoi qu'il en soit, tu peux prendre une bouteille de parfum à condition qu'elle ne soit pas trop grande et que tu ne l'utilises pas à bord. Il serait dommage de devoir jeter un flacon entier à la poubelle avant l'embarquement. Tu peux quand même te faufiler dans l'avion avec plus de 100 ml de ta crème préférée en prétendant qu'il s'agit d'un médicament dont tu as vraiment besoin. Mais tu dois en informer l'aéroport au préalable. C'est un peu tordu, mais ça fonctionne. Parfois. Au cas où tu aurais besoin de vérifier ta température corporelle à bord, assure-toi que ton thermomètre est électronique. Ceux au mercure sont strictement interdits. Qui va ramasser toutes les billes de mercure si tu le laisses tomber accidentellement? Les quilles de bowling sont interdites dans les bagages à main. On dirait que l'équipage de l'avion ne veut pas que quelqu'un s'amuse à jouer au bowling dans l'allée pendant un vol long et ennuyeux. En réalité, c'est une question de sécurité. On estime simplement que les quilles de bowling peuvent blesser quelqu'un. Aucun équipement sportif n'est autorisé, que ce soit un fleuret d'escrime, une batte ou même des fléchettes. Les fléchettes sont tranchantes et aucun objet tranchant n'est autorisé à bord. Ces objets doivent voyager dans les bagages enregistrés, sauf si tu veux qu'ils finissent dans une vente aux enchères. Si tu aimes les choses faites à la main et qu'un vol transatlantique te laisse suffisamment de temps pour tricoter une écharpe ou une paire de chaussettes, opte pour des aiguilles à tricoter en plastique ou en bois et emballe-les soigneusement pour ne pas les endommager. Celles en métal seront probablement détruites en les faisant fondre, et elles ne méritent pas un tel sort. Les boules à neige, comme tout autre objet contenant du liquide à l'intérieur, ne sont pas autorisées à passer la sécurité. Si ta boule à neige est aussi petite qu'une balle de tennis, tu auras peut-être la chance qu'elle soit permise, mais il vaut mieux jouer la sécurité et l'enregistrer. L'eau de javel liquide est définitivement un article suspect dans un bagage à main, même si tu voyages en chemise blanche. Premièrement, elle n'est pas autorisée à bord car elle est hautement inflammable. Deuxièmement, une chemise blanche toute neuve ne semble pas être le bon choix pour un vol. Le café et les turbulences ne font pas bon ménage. Troisièmement, les toilettes d'un avion sont bien trop petites pour faire la lessive. Si tu es un coiffeur en voyage d'affaires, tu devras probablement investir un peu plus lors de la réservation de ton prochain vol. Aucun décolorant pour cheveux n'est autorisé à bord. Les ciseaux ne sont pas non plus les bienvenus, sauf si leurs lames font moins de 10 cm. Au fait, les ciseaux confisqués sont souvent donnés à des écoles, ce qui est une bonne alternative à leur destruction. Mauvaise nouvelle encore pour les coiffeurs, en raison de la présence d'une cartouche de gaz remplie de butane, les fers à friser sans fil ne sont pas autorisés à bord. Bonne nouvelle, les fers à friser électriques sont tout à fait sûrs. Si tu es un artiste, tu as déjà dû avoir affaire aux règles de sécurité. Tu ne souhaites pas que ta peinture soit gelée ou abîmée dans la soute à bagages, alors tu voudras sûrement l'emporter à bord. La sécurité peut accepter tes peintures à l'huile tant qu'elles ne dépassent pas 100 ml. Mais il n'y a aucune chance que tu puisses emporter ta térébenthine hautement inflammable. Si tu n'aimes pas la nourriture d'avion et que tu as omis de commander un repas à bord, tu peux prendre n'importe quelle poêle ou casserole à bord et cuisiner toi-même. Non, tu ne peux pas cuisiner et tu ne peux pas non plus prendre une poêle en fonte. Elles sont trop lourdes, c'est pourquoi elles sont susceptibles d'être dangereuses. Si un agent des douanes la confisque, elle ne sera pas donnée à un restaurant local. Elle sera probablement fondue.
Si tu veux faire un smoothie bien frais pendant ton vol avec les fruits autorisés à bord, comme une pomme ou une banane, mauvaise nouvelle pour toi. Les blenders ne sont autorisés que si tu enlèves les lames, donc techniquement, ce n'est plus un blender. Et c'est là que ta râpe à fromage entre en jeu. Les Christmas crackers anglais peuvent créer une merveilleuse atmosphère de joie et de bonheur pendant les fêtes de fin d'année, mais ils n'apportent rien d'autre que le désordre à bord. Ils font un bruit de craquement lorsqu'on les tire, ce qui peut effrayer les autres passagers. Ils ne sont pas autorisés dans les bagages enregistrés, pas plus que les canons à confetti et les cierges magiques. Les talons hauts et les semelles épaisses ne sont pas interdits, mais ils causent quelques problèmes. Si tu en portes, on te demandera peut-être de les enlever pour les faire scanner. Bien sûr, tu pourras mettre des couvre-chaussures en plastique, mais les sols de ces aéroports grouillent de microbes. Les robes de mariée sont aussi un problème. Certaines robes ne rentrent tout simplement pas dans l'appareil à rayon X, alors il faudra peut-être les vérifier 2 fois. Si tu es un fan de camping, attention, tu voudras probablement enregistrer un grand nombre de bagages nécessaires à ton voyage, alors n'oublie pas d'enregistrer aussi les piquets de tente. Mais si tu voyages léger avec un simple bagage à main, tu devras probablement en acheter une fois arrivé à destination. Comme ce sont des objets pointus, les piquets de tente ne sont pas autorisés à bord. Il est difficile d'imaginer que quelqu'un ait une perceuse dans son bagage à main de 2,2 kg. Mais quoi qu'il en soit, elles ne sont pas autorisées. Donc si tu es un bricoleur qui veut rapporter une perceuse comme souvenir de vacances, plutôt que de vulgaires aimants, tu devras l'enregistrer. Si tu veux te faufiler dans un avion avec une glacière pleine de glace carbonique, tu es presque sûr d'échouer. C'est une matière inflammable, donc les règlements de sécurité l'interdisent absolument à bord. Tu peux apporter jusqu'à 2,5 kg de glace carbonique, mais l'autorisation de la compagnie aérienne est nécessaire. Tout objet avec une lame non couverte n'est pas autorisé à passer la sécurité. En revanche, un rasoir jetable ou des cartouches de lame peuvent être emportés à bord. Les cutters et les couteaux, à l'exception d'un couteau à beurre lisse, doivent être dans les bagages enregistrés. Les pains de savon sont autorisés à bord, mais ne panique pas si un agent des douanes veut vérifier 2 fois ton sac après l'avoir scanné. Il se peut simplement qu'il ait l'air un peu bizarre sur l'écran et qu'il les induise en erreur. Le savon liquide, au contraire, suit la règle universelle des liquides. Les règles pour les piles peuvent varier. Les piles renversables de 100 ml ne sont autorisées ni dans les bagages à main, ni dans le bagage enregistré. Et les piles au lithium ne peuvent pas non plus être transportées à bord, car si elles sont endommagées, elles peuvent provoquer un incendie. Mettons que tu voyages avec ton animal de compagnie et que son jouet préféré soit un pointeur laser. Il devra s'en passer cette fois-ci. Les pointeurs laser ne sont autorisés ni dans les bagages à main, ni dans les bagages enregistrés. Une canne utilisée comme aide à la mobilité peut être autorisée à bord, mais étonnamment, les douaniers interdisent parfois cet article. Alors joue la sécurité et préviens la compagnie aérienne à l'avance. Sur ce, bon voyage! Prendre l'avion est devenu une routine pour beaucoup de gens. Mais même les grands voyageurs ignorent parfois ce qu'il ne faut jamais faire dans un avion. Et pour commencer, on ne se met jamais pieds nus. C'est l'une des règles d'or du voyage en avion. Sans même parler des odeurs désagréables, le sol de l'avion est très sale. Des personnes souffrant de problèmes de pieds contagieux se sont peut-être promenées pieds nus dans les allées avant toi. Et il est fort probable qu'il y ait beaucoup de saleté laissée par les passagers précédents. Et on ne parle même pas du sol des toilettes. Si tes pieds ont besoin d'un peu de liberté, enlève tes chaussures, mais garde au moins tes chaussettes, ou bien emporte une paire de pantoufles légères. N'oublie pas que l'air pressurisé de la cabine est aussi sec que celui du désert du Sahara, avec seulement 20% d'humidité. C'est pourquoi tu peux ressentir un certain inconfort au niveau de la peau après un vol. Ne serait-il pas plus judicieux d'installer des humidificateurs d'air dans la cabine ? En réalité, le poids supplémentaire coûterait trop d'argent aux compagnies aériennes. De plus, la carlingue de l'avion est principalement composée d'aluminium et d'autres métaux, et l'air humide pourrait entraîner de la corrosion. N'oublie donc pas d'emporter une crème hydratante et de l'utiliser pendant le vol. Remonte toujours ta tablette dès que l'avion commence à se déplacer sur le tarmac, et ne la baisse jamais pendant le décollage et l'atterrissage. Il s'agit d'une mesure de sécurité qui garantit que toi et les autres passagers disposerez d'un passage dégagé en cas d'évacuation d'urgence. Dans le même ordre d'idée, garde ton siège en position verticale pendant le décollage et l'atterrissage. Tout d'abord, un siège incliné peut sérieusement ralentir une évacuation d'urgence car il bloque la personne assise derrière. Ensuite, plus on est penché vers l'arrière, plus il est difficile de se mettre en position de sécurité lors d'un atterrissage d'urgence. Essaye d'éviter de dormir pendant ou juste après le décollage et l'atterrissage. D'abord, ce n'est pas bon pour ta santé.
Le principal problème est que la pression de l'air à l'intérieur de la cabine change très rapidement pendant ces phases du vol. Et cela affecte la pression de l'air dans tes oreilles. Il est donc important d'être vigilant pendant ces phases, de te détendre et de dégager tes oreilles, par exemple en bâillant ou en avalant fréquemment. Mâcher du chewing-gum fonctionne aussi. Si tu dors, tu ne peux pas le faire, ce qui peut entraîner des dommages permanents. Et bien sûr, il y a la question de la sécurité. La plupart des accidents se produisent au décollage et à l'atterrissage. Si tu dors pendant ces phases, tu risques de ne pas être assez alerte en cas d'urgence. La recommandation suivante vient de l'Agence pour la protection de l'environnement. Selon elle, il est préférable de ne pas boire de boissons chaudes dans l'avion. L'eau utilisée pour préparer le thé et le café ne proviennent pas de bouteilles. C'est de l'eau du robinet. Or, les réservoirs d'eau des avions sont souvent vieux et pleins de bactéries. En 2004, une étude a révélé que plus de 12% des échantillons d'eau contenaient des bactéries nocives. Si tu décides malgré tout de boire une boisson chaude dans l'avion, ne te verse jamais toi-même le café ou le thé. Le personnel de bord est formé à cette tâche dans les allées bondées d'un avion en mouvement. Tu éviteras ainsi le risque de te brûler ou de brûler d'autres passagers. Il est préférable de ne pas commander de Coca-Cola dans un avion. La pression de la cabine provoque beaucoup de mousse. Or, pour des raisons évidentes, les hôtesses ne veulent pas te servir un gobelet rempli de mousse. C'est pourquoi elles ne remplissent que la moitié du gobelet. Attendent que la mousse retombe, puis elles finissent de le verser. Cela peut prendre de longues minutes. Garde ton aérateur ouvert. Tu réduiras ainsi la propagation des germes. Les avions sont équipés de filtres à air de haute qualité. Ils retiennent jusqu'à 99% de germes en suspension dans l'air. Tu n'as donc rien à craindre, mais n'oublie pas d'essuyer ta tablette. Avec 8 fois plus de bactéries que le bouton de la chasse d'eau des toilettes, c'est l'endroit le plus sale à bord. Une autre chose à éviter est de t'appuyer la tête sur la fenêtre si tu as un siège côté hublot. Tu ne sais pas qui a occupé ton siège avant toi et de toute façon, la vitre risque d'être couverte de germes. Évite de porter des tongs ou des talons hauts pendant un vol. Ta survie pourrait être en jeu. En effet, ces deux types de chaussures rendent très difficile l'évacuation rapide de l'avion. Si tu portes de talons hauts, tu devras de toute façon les laisser derrière toi au cas où l'équipage utiliserait des toboggans d'urgence lors d'une évacuation. Les talons risquent en effet d'endommager le toboggan et il faudra donc les enlever. Maintenant, demande-toi si tu as vraiment envie de sortir de l'avion pieds nus. Non? Alors opte plutôt pour des chaussures robustes avec une semelle solide. Dans ce cas, tu ne te retrouveras pas pieds nus sur un tarmac brûlant ou en pleine nature. Ne mets pas d'objets lourds dans les compartiments supérieurs. En cas de forte turbulence, ces objets risquent de ne pas rester à l'intérieur et en tombant, de te blesser ou de blesser d'autres passagers. C'est pourquoi, s'il est difficile de soulever un objet pour le placer dans le compartiment supérieur, il vaut mieux le mettre sous le siège devant toi ou ailleurs. N'en veux pas au pilote pour un atterrissage un peu brusque. Si tu en fais l'expérience par mauvais temps, il se peut que ce soit intentionnel. Si la piste est recouverte d'eau ou de neige, l'avion doit toucher durement le sol pour briser la couche d'eau ou éviter l'aquaplaning. Sinon, l'eau pourrait jouer le rôle de lubrifiant et l'avion ne pourrait ni freiner ni répondre à une quelconque commande. Déployer un toboggan d'urgence alors qu'il n'y a pas d'urgence est une très mauvaise idée. Cela peut entraîner des retards de plusieurs heures et coûter des milliers de dollars aux compagnies aériennes pour remettre le toboggan intact dans son conteneur. Si tu te demandes pourquoi quelqu'un ferait une telle chose, certains semblent penser que cela les aidera à descendre plus vite de l'avion. N'ignore pas les instructions du personnel d'ouvrir les stores des hublots pendant le décollage et l'atterrissage. En cas d'urgence, cela leur permettra de voir ce qui se passe à l'extérieur, d'évaluer la situation et d'agir rapidement en organisant l'évacuation. Par exemple, s'il y a un incendie devant une issue, ils redirigeront les passagers vers une autre. Évite d'emporter des déodorants en spray ou de la mousse à raser dans ton bagage à main. Ces deux produits ont tendance à exploser en plein vol et ne sont donc pas autorisés à bord. Il est préférable d'opter pour des déodorants en stick. Les batteries externes ne doivent pas non plus se trouver dans les bagages enregistrés. Et si tu veux en emporter une à bord, sa capacité ne doit pas dépasser les 20 000 mAh par heure. En outre, tu ne dois pas les utiliser pendant le vol, car elles risquent de prendre feu. En général, les piles au lithium peuvent être utilisées en toute sécurité, mais comme elles sont très puissantes, elles peuvent s'enflammer si elles ne sont pas traitées avec soin, si elles sont mal utilisées ou s'il y a un défaut de fabrication. De telles piles ont été à l'origine de plusieurs incendies à bord d'avions.
ainsi que lors de manipulations au sol. Ne t'inquiète pas des scanners dans les aéroports. Ils ne sont pas dangereux pour la santé, sinon les employés des aéroports ne pourraient pas s'en approcher sans porter de vêtements spéciaux. Même lorsque tu passes devant un scanner à bagages, le risque est minime. Et pour finir, ne te comporte pas mal à bord. Aie une attitude respectueuse envers le personnel et les autres passagers. Et aussi, n'essaie jamais de faire atterrir un avion tout seul. Ce n'est pas une blague. Dans les films, on voit parfois le personnage principal prendre les commandes de l'avion à la place des pilotes. Malheureusement, c'est presque impossible dans la vie réelle. Même si une personne est très douée, qu'elle aime les simulateurs informatiques très fidèles à la réalité et qu'elle est prête à suivre toutes les instructions depuis le sol, elle risque d'échouer à cause d'un simple facteur, le stress. Il est vrai qu'il y a eu quelques cas où des amateurs ont fait atterrir de petits avions privés après l'incapacité d'un pilote. Mais il n'y a jamais eu de cas où un non-pilote a fait atterrir un avion de ligne. Ça n'existe que dans les films. Les lettres SSSS sur ta carte d'embarquement constituent-elles une raison de t'inquiéter? Qu'est-ce qui est beaucoup plus dangereux que les turbulences? Faut-il essayer d'être le premier à monter dans l'avion? Tu es sur le point de le découvrir. Tu as peut-être remarqué que la plupart des avions ont des sièges bleus. Il n'y a pas de mystère. Les compagnies aériennes choisissent cette couleur car elle est considérée comme ayant un effet calmant. Cette couleur est censée mettre les passagers à l'aise et aider même les voyageurs les plus nerveux à se détendre. Mais il y a aussi une autre raison plus pratique. Les taches, la saleté et les traces sont moins visibles sur un tissu bleu foncé. Ne jette jamais ta carte d'embarquement dans un lieu public. Elle contient des tonnes d'informations sensibles te concernant, notamment ton nom et ton numéro de voyageur fréquent. Ces informations peuvent permettre à quelqu'un d'autre de consulter tes futures réservations, de changer ton siège, voire d'annuler tes vols. La meilleure façon de gérer la carte d'embarquement d'un vol que tu as déjà pris est donc de l'emporter chez toi et de la passer dans une broyeuse à papier. À propos, si tu vois les lettres SSSS ou S sur ta carte d'embarquement, prépare-toi à des contrôles de sécurité supplémentaires. Au lieu de ces lettres, il peut y avoir un motif damier. Quoi qu'il en soit, si tu as l'une de ces marques, ton bagage à main peut également subir une inspection approfondie. Mais pourquoi pourrait-il te choisir toi pour un contrôle secondaire? Certains de ces critères sont de faire une réservation pour un aller simple ou de payer ton billet en espèces. Dans certains cas, la sélection est aussi totalement aléatoire. Regarde, ta porte est ouverte et l'embarquement a commencé. Attends, où vas-tu en courant? Inutile de te dépêcher. L'astuce des globetrotters expérimentés est de toujours embarquer en dernier. D'abord, tu ne perds pas de temps à faire la queue. Ensuite, il y a moins de gens sur la passerelle et dans l'allée. Et tu passes finalement moins de temps dans l'avion. De toute façon, personne ne va prendre ta place, tu sais. Cependant, il y a une exception. Si tu as un bagage à main volumineux, il peut être plus judicieux de ne pas embarquer en dernier. Sinon, il y a de fortes chances que tout le compartiment à bagages soit occupé avant que tu arrives à ton siège. Ton bagage pourrait alors se retrouver dans une autre partie de l'avion et tu devras attendre que les autres passagers débarquent avant de pouvoir le récupérer. Flûte! Avant le décollage et l'atterrissage, les agents de bord actionnent généralement un petit interrupteur sur la porte des toilettes. Cela l'empêche de s'ouvrir quand elle n'est pas censée le faire. Avec la même facilité, un agent de bord peut ouvrir la porte lorsque quelqu'un se trouve à l'intérieur. Il suffit de soulever le panneau toilette et de mettre la poignée en position déverrouillée. Les pilotes ne se soucient pas franchement des turbulences. C'est parce qu'ils savent qu'il existe une chose bien plus dangereuse que n'importe quelle turbulence, les courants ascendants. Dans la plupart des cas, les turbulences te font chuter de quelques mètres seulement, même si tu as l'impression de tomber de l'Empire State Building. Si la turbulence est suffisamment forte pour que les pilotes demandent aux hôtesses de l'air de s'asseoir, l'avion peut descendre de 3 à 6 mètres. Mais en fait, les turbulences les plus extrêmes et les plus violentes sont très rares. Un courant ascendant, lui, est une grande masse d'air, faisant partie d'une tempête ou d'un autre phénomène météorologique qui se déplace vers le haut. Or, les pilotes ne voient pas les courants ascendants sur leur radar la nuit. Et lorsqu'un avion en rencontre un, c'est comme s'il roulait sur un énorme dodane à 800 km/h. Un courant ascendant est également extrêmement dangereux, car il peut pousser un avion vers le haut à des altitudes dangereuses. Les avions modernes sont équipés d'un système spécial qui détecte les autres avions, les montagnes et différents objets solides sur leur trajectoire.
À 16 km d'un autre avion, et une voix dans le cockpit commence à répéter « Trafic, trafic ». 8 km de plus, et la même voix commence à donner des instructions aux pilotes. Les avions peuvent fonctionner avec un seul moteur, même pendant le décollage et l'atterrissage. Une panne simultanée des deux moteurs est presque impossible à imaginer. Mais dans ce cas, un avion ne tomberait pas du ciel comme une pierre. Les pilotes auraient jusqu'à 20 minutes pour trouver un endroit approprié pour atterrir. La façon dont la cabine est pressurisée a un effet important sur tes papilles gustatives. Tu perds jusqu'à 30% de ta capacité à goûter les choses sucrées et salées. En d'autres termes, ce n'est pas que les aliments servis dans les avions ne sont pas goûteux, mais tu ne ressens pas leur saveur. C'est aussi la principale raison pour laquelle les sociétés de catering des compagnies aériennes ajoutent du sel et des épices aux plats qu'elles préparent. Mais tu sais ce qui pourrait t'aider ? Des écouteurs anti-bruit. Pour une raison mystérieuse qui a probablement une explication scientifique, le fait de couper tout le bruit environnant peut aider tes papilles gustatives. Chacun de ces dings que tu entends pendant le vol a aussi sa propre signification. Dans la plupart des compagnies aériennes, un boom peu après le décollage indique que le train d'atterrissage est en train de se rétracter. 3 dings consécutifs signifient qu'il y a plus d'urgence qu'un seul. Une sonnerie aiguë informe les membres de l'équipage que leurs collègues ont besoin d'eux dans une autre partie de l'avion. 3 sonneries basses signifient qu'il y a de sérieuses turbulences à venir. Les membres de l'équipage sont censés ranger les chariots de repas, prendre place et attacher leur ceinture. Si tu es un passager nerveux, choisis un siège au milieu de la cabine. Les turbulences affectent principalement les parties avant et arrière de la cabine. La partie centrale, qui se trouve au-dessus des ailes, ne tremble pas autant. Les pilotes et les copilotes prennent des repas différents. La raison de cette précaution est très simple. Imagine que les deux pilotes mangent le même plat et qu'ils aient une intoxication alimentaire. Dans ce cas, aucun des deux ne sera capable de contrôler l'avion. S'ils veulent toujours avoir le même plat et ne veulent pas accepter de prendre autre chose, il y a un filet de sécurité. Les pilotes ne prennent pas leur repas en même temps. Si un pilote a mangé le plat et se sent toujours bien plusieurs heures plus tard, l'autre pilote peut lui aussi prendre son repas. Que dirais-tu si on te demandait quel est l'endroit le plus dégoûtant dans un avion ? Non, ce n'est pas le siège des toilettes. Ce n'est même pas dans les toilettes. Les hôtesses de l'air recommandent de faire particulièrement attention aux appuis-têtes, aux pochettes des sièges, aux tablettes et aux ceintures de sécurité. Des expériences ont montré qu'un tiers de toutes les ceintures de sécurité sont couvertes de champignons et de moisissures. La plupart des tablettes sont couvertes de bactéries. Les poches des sièges sont également très sales. Mais les appuis-têtes sont les plus sales de tous. Dans la plupart des cas, les agents de bord n'ont pas le temps de les changer ou de les désinfecter entre les vols. Si le commandant de bord annonce qu'il est en train de terminer des formalités administratives, cela signifie qu'il est occupé à réviser l'itinéraire du vol ou à attendre que le personnel au sol prépare le carnet de vol. Il s'agit d'un journal qui contient le compte-rendu officiel d'un voyage. Certains avions, en particulier les longs courriers, disposent de chambres secrètes où les membres d'équipage peuvent se reposer. Ces chambres, appelées compartiments de repos de l'équipage, sont situées à l'arrière de l'avion ou derrière le cockpit. Un tel compartiment peut compter jusqu'à 10 lits confortables où les agents de bord peuvent se reposer. Les fenêtres de l'avion sont fabriquées en plexiglas super résistant qui peut supporter facilement des vitesses élevées. Les vitres ont une forme spéciale, de sorte que la pression élevée à l'intérieur de la cabine les pousse contre le fuselage de l'avion. En d'autres termes, les fenêtres d'avion ont vraiment très peu de chances de se casser. Autrefois, les fenêtres d'avion étaient carrées, mais la pression s'accumulait dans les coins de ces fenêtres, ce qui en faisait des points faibles par excellence. Cela signifie que chaque fenêtre carrée avait 4 points faibles. Ils étaient donc susceptibles de s'écraser sous l'énorme pression des hautes altitudes. Heureusement, la conception de fenêtres d'avion incurvées a résolu ce problème une fois pour toutes. Cette forme répartit la pression et réduit la probabilité de fissure ou de tout autre dommage. Les avions sont régulièrement frappés par la foudre, au moins une fois par an ou une fois par 1000 heures de vol. De nos jours, c'est totalement sûr. La charge électrique traverse simplement la coque en aluminium de l'avion. Elle ne cause aucun dommage à l'avion. Mais savais-tu que les avions ne sont pas seulement frappés par la foudre, mais qu'ils la déclenchent également ? Lorsqu'un avion traverse un nuage, la friction entre son fuselage et l'air crée de l'électricité statique. Et parfois, cela peut provoquer des éclairs. L'avion se met à trembler et s'élance rapidement sur la piste.
Tu regardes par le hublot et ton cœur palpite. C'est le départ en vacances. Ça y est. Ce n'est qu'une fois au-dessus des nuages, à 10 000 mètres d'altitude, que tu te lèves pour t'étirer. Tu regardes dans l'allée et vois la porte du cockpit ouverte. Et là, horreur. Il est complètement vide. Soit le pilote dort quelque part, soit il est parti faire une balade, soit il n'y a plus personne aux commandes de cet appareil. Tu demandes à l'hôtesse de te dire la vérité. Cet avion est entièrement automatisé et il n'y a rien que tu puisses faire. Les avions autoguidés ne relèvent plus de la science-fiction. Ils sont déjà là. De nombreuses entreprises affirment que voir des vols commerciaux sans pilote n'est plus qu'une question de temps. Il reste surtout à convaincre le grand public qu'ils sont sûrs. Certaines personnes ne réalisent pas qu'une fois le signal de bouclage de ceinture éteint, un avion de ligne vole déjà de façon autonome. Le pilote automatique peut monter, descendre et virer de bord tout seul. Nous avons tous déjà voyagé avec un système automatisé, mais sans savoir à quel point il l'était. Un avion de ligne peut déjà se poser tout seul, même si cette manœuvre est encore délicate. Actuellement, 2 pilotes sont encore nécessaires. Mais de nombreuses entreprises, comme Merlin Air, ont testé de petits bimoteurs automatisés dans le désert du Morave. Airbus a effectué son premier décollage entièrement automatisé en décembre 2019, même s'il y avait 2 pilotes présents juste au cas où. Certaines entreprises développent du matériel et des logiciels pour équiper les avions plus anciens. L'objectif est de reproduire tout ce que peut faire un pilote via un ensemble de systèmes informatiques. Mais la dernière barrière reste avant tout humaine. C'est le manque de confiance. Le terme désignant la peur de l'avion est l'aviophobie. Elle touche près de 40% des voyageurs. Ces personnes prennent quand même l'avion, mais sans le moindre plaisir. Entre 2,5 et 5% de la population est tellement anxieuse qu'elle ne prendra jamais l'avion. Pourtant, les statistiques révèlent que l'avion est l'un des moyens de transport les plus sûrs, car près de 95% des décès liés au transport se produisent sur les routes. Si tu devais parcourir 1000 km en avion chaque jour pendant 1 an, le risque de décès ne serait encore que de 1 sur 85 000. En d'autres termes, le risque d'accident fatal n'est que de 1 sur 11 millions. Les chances d'être frappé par la foudre sont bien plus élevées. Les compagnies aériennes auraient tout intérêt à proposer des exercices de relaxation pour que leurs clients se sentent plus à l'aise. Il est surprenant qu'elles n'aient pas déjà mis en place divers programmes pour que les voyageurs soient plus détendus. Après tout, la majorité des catastrophes aériennes sont dues à des erreurs humaines. L'automatisation peut donc être une option plus sûre. Il y a bien aussi l'argument selon lequel il faut des humains pour créer des systèmes automatisés. En tout cas, les avions autonomes seront bientôt parmi nous. La population grandit, les villes s'étendent et les besoins de déplacement plus rapides et plus efficaces se font ressentir. Beaucoup de gens dépendront des taxis volants pour contourner les embouteillages. Ils existent déjà. Ils peuvent non seulement couvrir de courtes distances, mais aussi plusieurs milliers de kilomètres et couvrir la même distance qu'une voiture en un quart du temps. Ils ressemblent à des hélicoptères dans le sens où ils peuvent décoller et atterrir verticalement, VTOL, ce qui leur permet d'aller presque n'importe où. Ils seront également construits avec des mécanismes plus silencieux pour réduire la pollution sonore. C'est mieux qu'un train qui passe devant la fenêtre de ta chambre. Ils utiliseront également des systèmes de propulsion électrique permettant de limiter les émissions. Fini les embouteillages et les bouffées de fumée. La différence avec les taxis aériens, c'est qu'il n'y a pas de pilote et que la destination est fixée dès le départ. Le défi pour les concepteurs est de savoir comment opérer dans des environnements comportant de nombreuses structures, comme des bâtiments ou des ponts, et comment naviguer parmi des obstacles mobiles tels que d'autres avions et oiseaux. Affronter les différentes conditions météorologiques complique aussi la tâche. Orages, tempêtes de sable, neige et tornades peuvent poser de gros problèmes. Ce n'est pas comme demander à un chauffeur de taxi de changer d'itinéraire. Ou peut-être pourrons-nous demander verbalement au système de changer la trajectoire prévue ? La situation est la même pour les avions, notamment en ce qui concerne les conditions météo et les zones de turbulence. Il y a encore beaucoup à faire. Les taxis aériens ne peuvent accueillir qu'un nombre limité de personnes, bien qu'il soit prévu que les vols courts puissent transporter jusqu'à 14 passagers. La confiance en ces véhicules est telle que Skyports, une start-up de Melbourne en Australie, veut commencer à exploiter les vols en taxis aériens à échelle nationale d'ici 2025. D'autres grandes entreprises sont également en course, comme Boeing, Airbus et Toyota. Les plus gros avions étant déjà capables de voler sans pilote, on peut se demander pourquoi ils n'ont pas déjà fait de taxi. Les gens finiront sûrement par s'y habituer.
Mais il reste quelques obstacles, surtout au niveau des réglementations. Les lois traînent encore un peu, mais le marché des taxis aériens pourrait représenter une industrie de plusieurs billions de dollars d'ici 20 ans. Tous les experts ne sont pas encore d'accord sur la fiabilité de cette technologie. Certains pilotes affirment que les systèmes automatiques peuvent mal fonctionner et que quelqu'un doit être là pour prendre le relais. Ils parlent aussi des événements météo qui ne peuvent pas être prédits et qui nécessitent une intervention humaine rapide. On peut aussi penser que les pilotes tiennent de tels propos parce qu'ils ne veulent pas perdre leur emploi. Mais ça se comprend, non ? Ils n'ont d'ailleurs pas tort. Le Boeing 737 MAX, par exemple, est resté cloué au sol en 2019 après 2 crashs bien connus, l'un en Indonésie et l'autre en Éthiopie. La raison était due à des failles dans le programme de stabilisation de vol. De telles catastrophes ne font que renforcer les craintes. Alors que certains pilotes affirment à juste titre qu'ils ont dû intervenir quand le pilotage automatique ne fonctionnait pas correctement, d'autres crashs ont eu lieu car les pilotes ne faisaient pas confiance au système et ignoraient les avertissements. Il y a aussi un autre facteur à prendre en compte. Des études ont démontré que sans pilotes, les compagnies aériennes économiseraient près de 35 milliards de dollars par an. Ça motive. Quoi qu'il en soit, le secteur évolue et les développements se multiplient chaque année avec des capteurs ultra sophistiqués, des caméras améliorées et des systèmes d'auto-évaluation. Mais malgré cela, des questions fondamentales restent encore sans réponse. Que ferait le pilote automatique en cas d'urgence ? Pourrait-il chercher tout seul un endroit où se poser en toute sécurité ? Pourrait-il lancer un appel de détresse ? Et comment communiquerait-il avec le contrôle du trafic aérien ? C'est ce genre d'incertitude qui rend les gens craintifs. Il suffit de regarder les drones pour voir ce qui est déjà possible. Qu'ils soient commandés à partir d'un smartphone ou depuis un navire, ils sont de plus en plus répandus et accomplissent diverses tâches. Ils filment les baleines, livrent des colis ou collectent des renseignements à distance. Ils cartographient des terrains inaccessibles et utilisent des capteurs thermiques pour les opérations de recherche et de sauvetage. Ils peuvent même apporter du matériel en cas de catastrophe. Ils sauvent littéralement des vies. Leur utilisation a triplé de 2019 à 2021 et elle en fera autant d'ici fin 2022. C'est une énorme tendance. Si les drones étaient humains, ce seraient des superstars. Et pourtant, il n'y a rien de vraiment nouveau. Il y a plus d'un siècle, les Britanniques ont développé des véhicules aériens sans pilote, les UAV. Ils ont réussi à faire voler un monoplan radiocommandé le 21 mars 1917. D'autres prototypes ont ensuite été développés et dans les années 40, des milliers de drones sans pilote, alors appelés radioplanes QQ2, ont été construits. De nombreuses variantes ont depuis vu le jour. Les amateurs de modélisme utilisent des avions miniatures radiocommandés depuis des décennies. Les drones continuent de gagner en popularité en raison de leur facilité de contrôle et de leur performance. Et les avancées technologiques se poursuivent à une vitesse fulgurante. Pourtant, les limites de leur potentiel n'ont pas encore été atteintes. Si les drones peuvent faire des choses aussi extraordinaires, imagine ce que des avions sans pilote pourraient accomplir. Il n'y a aucune limite. Alors que beaucoup ont encore peur de voler, la plupart des gens le font déjà depuis plus d'un siècle. La technologie est là. Ce qui compte, c'est de savoir quand le public sera prêt et de faire le grand saut.